Bonjour à toutes et tous. On va laisser ceux qui viennent d'arriver s'installer tranquillement. Mais malgré tout, je vous propose de débuter cette matinée sans plus de retard. On est bien dans les temps. Donc bonjour à tous. Merci d'être là ce matin. Avec mes co-présidentes, on est ravis de vous accueillir pour cette première session de la matinée qui, de nouveau, s'intéressera principalement donc, aux dernières recommandations européennes des sociétés conjointes, des sociétés de transplantation cœur-poumon de la Société européenne de pneumologie et de cardiologie, avec donc des groupes d'hypertension pulmonaire associés ou secondaires ou à des maladies différentes, que sont des maladies différentes respiratoires, la thromboembolie chronique et puis le groupe 5. Donc sans plus attendre, eh bien, on va appeler le premier orateur qui va nous parler des BPCO. C'est Madame le docteur Élise Noël-Savina du Centre de compétences de Toulouse. Merci beaucoup. On vous écoute. Et puis il y aura une petite session de questions-réponses à la fin de chaque topo, puisque les sujets sont un petit peu différents. Merci. Bonjour à tous. Donc, tout d'abord, je voulais remercier le comité d'organisation de m'avoir proposé de vous présenter cette partie des recommandations qui portent donc sur les patients BPCO. Mes conflits d'intérêts. Alors, un petit mot d'épidémiologie. Donc, vous le savez, l'hypertension pulmonaire reste très fréquente chez les patients BPCO. Jusqu'à près de 40% des patients BPCO vont développer une hypertension pulmonaire. Plus la BPCO est sévère, plus ils auront d'hypertension pulmonaire. 90% des patients GOLD 4 auront des PAP moyennes à plus de 20. 90% des emphysèmes sévères auront des PAP moyennes à plus de 20. Mais lorsqu'on regarde uniquement les patients qui vont avoir une hypertension pulmonaire sévère définie par des PAP moyennes à plus de 35 mm de mercure, on chute à 1 à 5% des patients BPCO. Pourquoi c'est important? Puisque ça va impacter directement le pronostic. L'hypertension pulmonaire, quel que soit son degré, va impacter les symptômes, plus de symptômes, une survie à baisser, un taux d'hospitalisation plus important. La survie à 4 ans des patients BPCO est de 75%, elle chute à 50% quand la BPCO est associée à une hypertension pulmonaire, et ce, donc, quel que soit son stade. Parmi les différents groupes d'hypertension pulmonaire, la survie des patients du groupe 3, c'est celle qui est la plus basse, donc de tous les groupes d'hypertension pulmonaire. Et lorsqu'on regarde les patients qui ont une hypertension pulmonaire uniquement sévère, chez ces patients BPCO, c'est ceux qui auront un moins bon pronostic. Et c'est ces patients qui peuvent faire l'objet d'une discussion pour une prise en charge spécifique. Lorsqu'on regarde cette courbe de survie, vous avez en rouge la courbe de survie des patients GOLD 1, 2, avec une hypertension pulmonaire définie comme non sévère, donc PAP moyenne à moins de 35. En bleu, la courbe de survie donc, qui chute à 10 ans de 60% à près de 30%. Ce sont les patients GOLD 1, 2 associés à une hypertension pulmonaire dite sévère selon la définition de 2018, qui est la même courbe que les patients GOLD 3, 4 avec une hypertension pulmonaire dite non sévère. Et enfin, les patients GOLD 3, 4 associés à une hypertension pulmonaire dite sévère, c'est ceux qui ont la survie la plus catastrophique avec moins de 15% de survie à 10 ans. Donc, pour vous rappeler les définitions, donc en 2015, la définition de l'hypertension pulmonaire sévère, c'était des PAP moyennes à plus de 35 mm de mercure ou 25 avec un index inférieur à 2,5. En 2018, au symposium, la définition de la BPCO associée à une hypertension pulmonaire, c'était des PAP moyennes supérieures ou égales à 21 mm de mercure, avec des RVP supérieurs ou égales à 3 ou des PAP moyennes supérieures ou égales à 25. Et la BPCO avec une hypertension pulmonaire sévère était définie par des PAP moyennes supérieures ou égales à 35 ou 25, mais avec un index cardiaque inférieur à 2. Les nouvelles recommandations ont donc modifié le niveau de résistance, donc RVP strictement supérieur à 2 et PAP moyenne supérieure ou égale à 21 pour la BPCO. On peut revenir en arrière. Hop, pardon.
Et donc la définition là, de l'hypertension pulmonaire sévère, cette fois-ci, ce n'est plus sur le niveau de PAP moyenne, mais sur les résistances, avec donc des résistances strictement supérieures à 5. Alors pourquoi ce niveau hémodynamique ? Les résistances supérieures à 5 seraient donc le meilleur facteur hémodynamique prédictif de mortalité. Et on voit sur cette cohorte de patients BPCO, en moyenne d'âge 68 ans, un peu plus d'hommes que de femmes, une PAP moyenne de 35, un VEMS moyen de 56%, que lorsque on regarde donc la survie des patients qui ont des résistances inférieures ou égales à 5, on a près de 50% de survie à 10 ans et qui chute à moins de 15% pour les patients qui ont des RVP strictement supérieurs à 5. Alors, voilà. Donc, pour revenir donc, aux recommandations, ils ont défini donc 3 groupes de patients avec une maladie respiratoire chronique. Ceux qui n'auront pas d'hypertension pulmonaire, c'est environ 70% des patients qui auront plutôt un remodelage des voies aériennes, une limitation à l'exercice plutôt ventilatoire. 20% de ces patients auront une hypertension pulmonaire dite non sévère, avec un petit peu de remodelage vasculaire pulmonaire. Et puis, il y a ce groupe de patients avec une hypertension pulmonaire dite sévère, 5 à 10% d'entre eux qui auront des résistances à plus de 5, et puis une atteinte vasculaire pulmonaire plus importante. C'est des patients qui auront une limitation vasculaire à l'exercice et seront plus hypoxémiques au repos et à l'effort. Alors, quand est-ce qu'on va suspecter une hypertension pulmonaire sévère, justement, chez ces patients BPCO ? Donc, il y a des conditions, enfin, soit on a des facteurs de risque d'HTAP, d'HTP-TEC ou de cardiopathie gauche. Et puis après, ça va être les patients qui vont avoir ce qu'on appelle le phénotype vasculaire, on va y revenir, qui va associer un ensemble de caractéristiques cliniques, un profil évolutif particulier, des caractéristiques fonctionnelles, biologiques, électrocardiographiques, morphologiques particulières. En 2018, donc cette notion de phénotype vasculaire a été introduite. C'est des patients qui sont donc là en mauve, des patients qui avaient une atteinte obstructive légère à modérée et une atteinte vasculaire pulmonaire modérée à sévère. Mais donc, il est assez difficile des fois de faire la part des choses, on a déjà un petit peu parlé hier, des patients groupe 3 avec un phénotype vasculaire ou groupe 1 avec phénotype respiratoire, comorbidité respiratoire, comme on veut. Et donc en 2018, il avait été proposé de regarder pour les patients BPCO la fonction respiratoire. VEMS à plus de 60%, on était plutôt dans des patients du groupe 1. VEMS à moins de 60% des patients plutôt classés en groupe 3. Regardez également l'atteinte scanographique, soit elle était inexistante ou légère, plutôt groupe 1, soit plus étendue, plutôt groupe 3. Puis on pouvait aussi s'aider du test d'effort pour voir si la limitation était plutôt ventilatoire ou vasculaire à l'exercice pour permettre de mieux classer ces patients. La distinction est quand même pas si évidente que ça, et ça reste quand même des patients qui vont avoir des caractéristiques communes, et c'est ce qu'illustre cet article donc de Hooper, qui a repris les patients du registre Campera et Aspire. Donc les patients qui étaient classés dans ces registres en groupe 1 HTAP ont été divisés en 2 groupes. L'HTAP défini par eux comme classique, sans facteur de maladie cardiaque gauche, ces facteurs sont ceux entre parenthèses, mais avec une DLCO supérieure ou égale à 45%. Parmi les patients du groupe 1, ils ont pris les patients qu'ils ont intitulé phénotype respiratoire, avec une DLCO strictement inférieure à 45%, tous une notion de tabagisme significatif, et tous avaient un VEMS au minimum supérieur à 60%. Puis ils ont pris un 3e groupe de patients, donc classés dans les registres comme ayant une hypertension pulmonaire associée aux maladies respiratoires, groupe 3.1 ou 3.2, avec au minimum, ces patients avaient des PAP moyennes à plus de 33 mm de mercure. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que les 2 derniers groupes, donc HTAP avec phénotype respiratoire ou HTAP avec maladie respiratoire,
C'est exactement les mêmes caractéristiques des hommes avec plutôt âgés, que ce soit dans le registre Compera ou dans le registre Aspire. Et puis surtout, vous avez ces courbes de survie qui sont complètement superposables, avec une survie de moins de 25% à 5 ans dans ces deux groupes. On a vraiment l'impression que ce sont exactement les mêmes patients. Donc, parfois difficile de trancher entre groupe 1 et groupe 3. Alors en 2018, l'algorithme diagnostique qui était proposé, c'était après une évaluation clinique, fonctionnelle, échocardiographique et après avoir réalisé le cathétérisme cardiaque droit. Les patients étaient classés soit en groupe 1 si le VMS était à plus de 60% avec une atteinte scanographique minime, soit groupe 3 si le VMS était à moins de 60% avec une atteinte parenchymateuse plus étendue. Les patients étaient ensuite classés en hypertension pulmonaire sévère en fonction de leur hémodynamique ou non sévère, et la prise en charge était individualisée dans les centres experts et notamment inclus dans les essais cliniques si possible. Les nouvelles recommandations, ce qui change, c'est uniquement la philosophie, on va dire. On part plutôt du patient qui a une maladie respiratoire. Et puis, on va rechercher des facteurs de risque d'HTAP ou d'HTP-TEC. On va regarder la trajectoire de la maladie, l'hématose, les signes d'IVD. On va regarder la BDV, la biologie, l'électrocardiogramme. Et si on a une suspicion de phénotype vasculaire, on continue les investigations, on fait l'imagerie, l'échographie, le test d'effort. Et si on a toujours une suspicion de phénotype vasculaire, après, on réfère ces patients en centre expert pour discuter la réalisation d'un cathétérisme cardiaque. Donc, juste le cathétérisme cardiaque droit intervient vraiment en fin d'une démarche diagnostique après avoir essayé de phénotyper le patient sur le plan clinique, biologique et de l'imagerie. Alors, quelles sont les caractéristiques de phénotype vasculaire? Donc, dans les recommandations, il n'y a pas de tableau qui nous liste ces caractéristiques-là. Cette étude est issue du registre français, donc sur une centaine de patients, groupe 3, avec des PAP moyennes supérieures ou égales à 35 mm de mercure. La survie moyenne était de 15 mois et qui était directement corrélée à la classe fonctionnelle. Et c'était des patients qui avaient plutôt une dyspnée importante, une antécédent d'hospitalisation pour exacerbation, une hypoxémie profonde avec une hypocapnie, une DLCO plutôt basse avec un TVO modéré. Et lorsqu'on regarde ce qu'on retrouve dans la littérature, j'ai essayé de vous lister ces caractéristiques, on va dire en 4 catégories. La clinique, la biologie, donc c'est des patients qui vont faire des décompensations cardiaques droites à répétition, ils auront des signes droits, une dyspnée disproportionnée par rapport à l'atteinte fonctionnelle, des exacerbations fréquentes, des patients qui vont avoir un profil donc évolutif particulier, c'est-à-dire qu'il va y avoir une aggravation rapide et brutale. Donc, c'est des patients que vous suivez pour la BPCO et qui sont parfaitement stables depuis des années, puis tout d'un coup, ils se dégradent. Des signes droits à l'électrocardiogramme, un NT-proBNP élevé. Au niveau de la fonction respiratoire, le TVO sera plutôt modéré, une hypoxémie, une DLCO qui sera souvent très basse, inférieure à 40% des patients normaux hypocapniques. À l'effort, le test de marche, la distance et la désaturation seront plus basses et le Borg plus élevé que des patients à même fonction respiratoire sans hypertension pulmonaire. Et à l'épreuve d'effort, le VO2 pic sera plus bas. La limitation sera plutôt vasculaire à l'exercice avec une réserve ventilatoire préservée. Et la 4e catégorie, c'est pour tout ce qui va être imagerie. L'emphysème sera volontiers plus fréquent. On retrouvera des dilatations de l'artère pulmonaire, un diamètre AP sur aorte augmenté. Et puis après, en échographie cardiaque ou en IRM cardiaque, des signes de dysfonction droite et des signes d'hypertension pulmonaire. Alors donc, quand est-ce qu'on va réaliser le cathétérisme cardiaque chez nos patients BPCO avec suspicion d'hypertension pulmonaire? Soit on est vraiment dans des contextes particuliers en bilan pré-transplantation, bilan pré-chirurgie de réduction de volume. Soit on a une suspicion d'HTAP ou d'HTP-TEC. Et puis après, si vraiment le phénotype clinique, biologique, imagerie nous oriente vers une maladie, vers une hypertension pulmonaire sévère, et que l'on pense qu'on peut proposer quelque chose aux patients qui a un impact thérapeutique potentiel, dans ces cas-là, on peut réaliser le cathétérisme cardiaque droit.
Alors, quel est cet impact thérapeutique? Le traitement de l'hypertension pulmonaire des patients BPCO reste celui de la BPCO. Donc, on optimise la prise en charge de la BPCO. Oxygénothérapie, VNI si indication, réhabilitation respiratoire. Ces patients-là doivent toujours être, s'ils sont éligibles à une transplantation pulmonaire, doivent toujours être discutés dans un centre de transplantation pulmonaire. Et puis alors la question du traitement spécifique peut se poser dans les recommandations. C'est une approche individualisée qui est recommandée. Le traitement spécifique de l'hypertension pulmonaire, en 2022, il n'y a toujours pas d'études qui donnent des données suffisantes pour pouvoir recommander ces traitements. Toutes les études sont de petits effectifs, des durées courtes. En général, les données hémodynamiques sont manquantes. Les résultats sont en plus discordants. Il y a des études qui retrouvent des effets délétères sur l'hémodynamique, sur la capacité à l'exercice, sur les échanges gazeux. En tout cas, les dernières données de registres publiés où les auteurs ont regardé uniquement justement l'efficacité des thérapeutiques, en général des IPDE5, chez des patients BPCO avec une hypertension pulmonaire sévère, PAP moyenne à plus de 35. Là, il y aurait quand même une amélioration sur les résistances, sur le test de marche, sur la dyspnée, sur la qualité de vie, donc des patients qui étaient déjà sélectionnés. En tout cas, il n'y a aucune donnée suffisante pour permettre de recommander ces traitements chez les patients BPCO. Donc, les recommandations sont de ne pas utiliser des traitements d'hypertension pulmonaire chez les patients BPCO avec une hypertension pulmonaire dite non sévère. Et pour les patients qui ont une BPCO avec une hypertension pulmonaire, ce qui est recommandé, c'est une approche individualisée. Pour conclure sur ces nouvelles recommandations, ce qui change, c'est donc la définition de l'hypertension pulmonaire sévère. On va donc parler d'hypertension pulmonaire sévère lorsque les PAP moyennes sont supérieures ou égales à 21 mm de mercure, avec des RVP strictement supérieurs à 5. La place du cathétérisme cardiaque droit intervient vraiment après avoir évalué la probabilité d'être face à une hypertension pulmonaire sévère. C'est là qu'intervient ce phénotype vasculaire. Ce qui ne change pas, c'est qu'il n'y a pas de recommandation concernant les traitements spécifiques pour les hypertensions pulmonaires sévères associées à une BPCO et que la prise en charge doit être individualisée en centre expert. Mais il y a quand même des perspectives à venir, et notamment des protocoles thérapeutiques à venir. Donc le PHRC ERAS qui va peut-être nous permettre de répondre à un certain nombre de questions. Et puis, il va falloir réussir quand même à mieux identifier ces patients BPCO avec un profil vasculaire qui est quand même énorme. La population est quand même assez importante. Est-ce qu'on peut développer un score basé sur les données cliniques biologiques pour nous aider, et surtout quelle est la place de l'imagerie chez ces patients-là. Voilà, merci de votre attention. Merci. Merci Élise. Y a-t-il des questions dans la salle ou des commentaires? Monsieur Simoneau. Bonjour, merci pour votre présentation. Dans les formes sévères vasculaires, vous n'avez pas parlé de l'emphysème du sommet et des fibroses des bases. Ça n'existe plus, ce syndrome, décrit par nos amis lyonnais ou... Alors, j'en ai pas parlé, puisque je pensais que ça allait en être discuté au topo d'après. Je m'étais ciblée sur les patients BPCO. Et dans les guidelines, c'est pas cité comme... Si, dans les guidelines, ils en parlent, oui. Tu veux intervenir tu veux le micro? Il en parle après, je pense. Intervention suivante. Alors, ça apparaît dans les recommandations, mais il n'y a pas de données spécifiques qui soient citées dans les recommandations. C'est listé, c'est une diapo. Il y a maladie interstitielle ou restrictive, maladie obstructive, et puis il y a les intermédiaires, et sous-entendu que c'est les emphysèmes fibroses. Ils sont cliniquement plus graves. Et il semble moins bien, être une population encore plus difficile à prendre en charge. Oui. D'autres questions, d'autres commentaires?
Dans la pratique clinique, on est souvent confronté à ces patients qui ont des hémodynamiques très sévères et une fonction respiratoire modérément altérée. Donc on hésite souvent entre HTAPI avec comorbidité ou donc groupe 3 sévère. On n'a pas pour l'instant énormément d'outils pour discriminer les deux groupes, en dehors de effectivement l'imagerie qui souvent nous oriente un petit peu, en dehors de l'appréciation un petit peu subjective de léger, modéré, sévère. Y a-t-il des outils développés ou en perspective pour essayer de scorer un petit peu mieux l'atteinte parenchymateuse, notamment dans la BPCO, mais ça peut être vrai aussi pour les maladies interstitielles? Oui, il y a des quantifications du volume capillaire pulmonaire au scanner. Ça, mais ce n'est pas fait en routine. Donc effectivement, là, il n'y a pas de score ou d'outils qui pourraient là nous permettre de trancher. Je pense que justement, c'est ça qu'il va falloir développer. C'est en tout cas ce qui manque. C'est ce qui manque, voilà. Oui. D'autres questions? Une autre question? Oui. Dans les recours, vous avez fait apparaître de façon quasi systématique et impérative, pour finalement séparer ces différents phénotypes, l'épreuve d'effort. Est-ce qu'en pratique, elle est vraiment réalisée, ou est-ce que quand nous, on est centre de compétences et qu'on nous demande un caté, on devrait dire faites d'abord l'épreuve d'effort? Enfin, Alors nous, les centres qui nous adressent ne font pas d'épreuve d'effort. Donc du coup, c'est nous qui décidons de le faire dans notre centre si l'épreuve d'effort peut nous aider à trancher. Ça nous arrive de le faire. Après, il y a des situations qui sont quand même évidentes. Il y a des scanners qui sont très pathologiques. Il y a des patients, on est certains, qui sont en groupe 3. Il y en a d'autres où non, enfin, le 80% de VMS et les deux petites bulles d'emphysème ne suffisent pas. On les classe en groupe 1. Et puis après, oui, c'est vrai qu'il y a des patients où ceux pour qui on est embêté, je pense que l'épreuve d'effort a sa place pour essayer de trancher. Vous adhérez plutôt aux recommandations. C'est difficile de dire l'inverse, mais vous êtes plutôt dans ce sens-là, c'est ça? Oui, mais on pratique l'épreuve d'effort quand c'est possible et que ça nous permet de mieux classer les patients, on le fait. Oui, parce que la mesure de la réserve ventilatoire, la mesure de l'espace mort, la mesure de la capnie à l'effort, tout ça, c'est des éléments vraiment assez importants. Oui. D'autres questions? Oui. Oui. Au bout. Sur l'épreuve d'effort, là, je voulais juste commenter, c'est quand même très difficile chez ces patients. Il y a un papier du groupe d'Amsterdam, mais c'est des groupes très différents et ils arrivent à montrer des différences. Mais en pratique, sélectionner des patients pour dire c'est un phénotype vasculaire pulmonaire sur l'épreuve d'effort, c'est pas facile. Hein. Et puis il faut une vraie collaboration avec les physiologistes. Enfin, je sais pas comment c'est à Toulouse, mais c'est pas facile. Hein. C'est pas aussi tranché. Il y a un papier de Boritker qui montre ça, mais c'est pas facile à faire. Je voulais juste dire aussi une chose sur le diagnostic. Le topo était vraiment très bien. Quand ces patients arrivent avec le diagnostic de BPCO et qu'on arrive vers cette suspicion de phénotype vasculaire pulmonaire, il faut bien penser à faire tout le bilan comme si c'était un groupe 1. Parce qu'on peut retrouver des patients... Oui, j'ai passé vite, mais on fait la scintigraphie pulmonaire, voilà, etc. Je peux juste insister là-dessus, puisque c'est très important. On a parfois... Oui, on recherche bien les facteurs de risque d'HTAP, les facteurs de risque d'HTP-TEC. Enfin, oui, tout à fait. Il faut reprendre tout l'algorithme, c'est fondamental. Explorer le sommeil aussi. Merci. Il y avait une question... Monsieur Imbert, merci beaucoup, Élise. C'était très bien, assez complet. Et c'est vrai que les commentaires ont bien enrichi, bien éliminé un groupe 3, etc. Parce qu'il y a 10% des hypertensions pulmonaires thromboliques chroniques qu'on opère ou qui ont une angioplastie, qui ont une BPCO associée. Moi, je voulais insister sur la conclusion que tu as faite, qui est excellente. Tous ces malades-là, il faut les mettre dans le registre. Tous ces malades-là, il faut des suivis dans le registre. Il faut savoir s'ils répondent ou pas au traitement. Et tous les malades, quand il y aura des essais thérapeutiques ouverts en France, il faut tous les mettre dans un essai thérapeutique. Ce n'est pas très normal de mettre ces malades-là sous traitement alors qu'il y a des essais en cours parce qu'on n'a pas de réponse aux questions.
Donc tu l'as très bien dit, mais je voulais insister là-dessus, et il y a quelques essais qui vont arriver et qui sont vraiment importants. Et David va insister. Non, pas du tout. C'était juste un commentaire sur la limitation de l'étiquetage BPCO avec la définition du trouble ventilatoire obstructif avec le rapport VEMS sur CV inférieur à 0,7, dont on sait que ce n'est pas un bon critère physiologique. Et donc c'est vrai qu'on a des malades qui ne rentrent pas dans le cadre BPCO où on pourrait l'entendre et qui ont des fois un emphysème sévère, très sévère, et quand on regarde un peu plus précisément leurs épreuves fonctionnelles respiratoires au repos et à l'exercice, on s'aperçoit qu'il y a un trouble ventilatoire obstructif et que c'est vraiment un groupe 3. Et c'est vrai que et parfois avec des atteintes sévères et des fois des hypertensions pulmonaires sévères, et c'est vrai qu'il y a le risque pas dans des équipes qui ont l'habitude et tout ça, mais de mal classer ces malades. Et c'est vrai qu'en ce moment, dans la littérature, ça devient, je trouve, très flou avec le papier de Marius Hopper sur les HTAP idiopathiques avec phénotype respiratoire, dont certains ont 20% de fibrose sur le scanner. Donc je ne sais pas comment, si c'est vraiment des HTAP, si on peut appeler ça HTAP idiopathique. Donc c'est vrai que quand il y a une maladie respiratoire, il faut aller au bout de l'exploration de la maladie respiratoire et même si ce n'est pas une BPCO au sens gold avec VEMS sur CV, les classer en groupe 3, je pense que c'est raisonnable. Bien. Merci. On va passer à l'exposé suivant. Merci beaucoup. Non, on va rien dire. Donc, bonjour, professeur Cotin, qui va nous parler des hypertensions pulmonaires, des maladies interstitielles. Merci. Merci beaucoup, bonjour à tous. Bon, je ne suis pas sûr d'arriver à faire aussi clair, mais ce qui a été dit pour l'hypertension pulmonaire des maladies obstructives est en grande partie vrai pour celle des maladies interstitielles, et en particulier, on peut garder l'essentiel des éléments de la conclusion que le docteur Noël Savina vient de montrer. Alors, une différence, c'est que les pathologies interstitielles sont quand même plus rares que la BPCO. Et à mon sens, quand il y a à la fois une pathologie interstitielle pulmonaire et une hypertension pulmonaire, il est difficile de considérer que c'est le hasard. Et je pense que la discussion qu'on vient d'avoir sur est-ce que c'est un groupe 3 ou un groupe 1, et peut-être facilement les mettre en groupe 3, est encore plus vraie pour la pathologie interstitielle, où on ne peut pas ignorer l'existence d'une pathologie interstitielle. Voilà mes liens d'intérêt. En termes de définition, on vient de revoir cette nouvelle classification. Et donc l'hypertension pulmonaire précapillaire est maintenant définie ainsi. Ça a été dit à plusieurs reprises. Mais donc c'est la même qui s'applique pour les pathologies l'hypertension pulmonaire associée aux pathologies interstitielles. Et dans la classification, on voit ici que dans le groupe 3, il y a effectivement les maladies obstructives ou l'emphysème. Et d'ailleurs, le groupe Gold est en train de discuter d'avoir des éléments d'imagerie dans la définition de la BPCO, ce qui serait évidemment un changement important. Deuxièmement, les pathologies restrictives, et c'est là que se situent les pathologies interstitielles pulmonaires. Et le 3.3, ce sont des anomalies où il y a une association soit de restriction, soit d'obstruction. Il serait peut-être plus simple de dire d'ailleurs qu'on parle là d'une association de pathologies infiltrantes pulmonaires ou interstitielles pulmonaires et de lésions emphysémateuses, puisque c'est plutôt de l'emphysème qui est présent à l'imagerie chez ces patients qu'une réelle obstruction qui répondrait aux critères de l'obstruction sur le plan physiologique. Alors rapidement sur le plan de la physiopathologie, je dis rapidement parce que cet aspect-là, je crois, n'a pas énormément changé. On considère toujours qu'il s'agit d'un processus multifactoriel où l'hypoxie joue un rôle dans le développement d'une hypertension pulmonaire, mais certainement pas le seul, et peut-être d'ailleurs pas le plus important, puisque la raréfaction capillaire pulmonaire est un des éléments déterminants. Donc les vaisseaux sont à proximité de l'interstitium, bien entendu, mais il y a surtout une destruction capillaire pulmonaire, en particulier dans les syndromes emphysème fibrose, mais dans toutes les pathologies interstitielles pulmonaires, il y a des anomalies vasculaires qui sont partie prenante de la physiopathologie. Il y a un remodelage vasculaire, il y a des anomalies physiologiques, bien sûr, il y a probablement des prédispositions génétiques qui commencent à être connues pour les pathologies interstitielles, mais qui ne sont pas connues pour ce qui est de la composante vasculaire pulmonaire de ces patients.
Il y a des comorbidités qui peuvent jouer, et bien sûr la thromboembolie ou les insuffisances cardiaques gauches ou les apnées. Et puis le tabac jouerait un rôle indépendant, en tout cas dans des modèles expérimentaux. Le tabac lui-même est un facteur d'hypertension pulmonaire et bien sûr un facteur de risque des pathologies interstitielles, en particulier de la fibrose. Donc pourrait jouer indépendamment sur l'emphysème, sur la fibrose et sur l'hypertension pulmonaire. Alors, les données épidémiologiques sont un petit peu anciennes maintenant, mais elles convergent toutes pour dire que l'hypertension pulmonaire est fréquente, et je vais parler maintenant surtout de fibrose plutôt que de pneumopathie interstitielle au sens large. Fréquente, c'est entre un patient sur 3 et un patient sur 2 au moment où on évalue pour la transplantation pulmonaire. Et il y a 2 études japonaises qui ont fait des cathétérismes systématiques au diagnostic de fibrose pulmonaire idiopathique, qui ont trouvé respectivement 8% et 15% d'hypertension pulmonaire, avec l'ancienne définition d'une PAP moyenne de 25 mm de mercure ou plus. Et puis dans la lymphangiolégumiomatose, il y a une étude qui a trouvé une prévalence de 5,7%, mais là, il s'agit habituellement d'hypertension pulmonaire peu sévères et donc peu fréquentes, qui sont vraiment associées à l'évolution de la maladie et plutôt au stade d'insuffisance respiratoire. Donc c'est fréquent, ce n'est pas toujours modéré sur le plan hémodynamique. 2 exemples qui montrent le profil hémodynamique. Ici, ce sont les pressions artérielles pulmonaires en histogramme de fréquence. Et si on met ici la barre à 20 mm de mercure, vous voyez qu'il y a pas mal de patients. Alors bien sûr, ceux qui n'avaient aucun critère d'hypertension pulmonaire n'ont probablement pas eu de cathétérisme, mais ça illustre le fait qu'il y a quand même dans cette population des patients qui ont des niveaux de pression qui sont très élevés. Et à droite sont des données issues de la cohorte IPID qui montrent la même chose. Certains patients ont des données d'hypertension pulmonaire qui sont très élevées. Alors dans les nouvelles recommandations, il y a cette figure que je trouve assez claire, qui montre un spectre de pathologies respiratoires chroniques, avec à droite les pneumopathies interstitielles diffuses, à gauche les BPCO et une intersection avec les syndromes emphysème fibrose. La physiopathologie résumée, mais la composante vasculaire qui est bien sûr plus ou moins importante, on vient d'en discuter. Et puis des proportions estimées, indicatives, de l'ordre de 20% ici d'hypertension pulmonaire et un petit pourcentage qui ont une hypertension pulmonaire plus sévère. Et effectivement, ce qui change, c'est la définition de la sévérité, et on va y revenir. Et il est proposé maintenant de définir une hypertension pulmonaire sévère au cours d'une maladie respiratoire chronique par des résistances vasculaires pulmonaires à plus de 5 unités Wood. Alors, quand est-ce que l'on évoque l'hypertension pulmonaire? Je vais peut-être passer vite parce que finalement, ce sont les mêmes critères qu'au cours de la BPCO. On peut l'évoquer parce qu'il y a une dyspnée qui est mal expliquée par la pathologie interstitielle ou parce qu'il y a une diffusion qui est particulièrement basse par rapport à l'imagerie ou par rapport à la restriction, ou une limitation à l'exercice, que ce soit au test de marche ou sur un test d'effort plus maximal, ou parce qu'il y a des dilatations des artères pulmonaires à l'imagerie, ou enfin une élévation du BNP. Et les indications du cathétérisme sont assez proches, je pense, de ce qui vient d'être dit dans la BPCO. On propose de faire un cathétérisme si on anticipe qu'il y aura des conséquences sur la prise en charge du patient, en particulier en termes d'indication de transplantation, de participation à un essai, à un registre, d'éliminer une dysfonction cardiaque gauche, d'envisager un traitement compassionnel, de mieux expliquer une aggravation clinique ou gazométrique, ou qu'on a besoin, soit à la demande du patient, soit pour une décision thérapeutique, d'une évaluation pronostique plus précise. Alors, j'ai exprimé d'emblée des réserves pour cette séparation, mais c'est vrai que c'est toujours quelque chose auquel on peut se référer. Si la capacité vitale est à plus de 70% de la théorique, la pathologie interstitielle est jugée peu importante et à titre indicatif, ces patients pourraient être en groupe 1. Mais je crois que c'est quand même une donnée qu'il faut qu'on revisite parce qu'on ne peut pas ignorer dans cette situation-là qu'il y a une hypertension pulmonaire. En ce qui concerne l'histoire naturelle,
j'aime bien ce schéma qui montre que c'est conceptuel, hein, mais il y aurait d'abord l'évolution de la pathologie interstitielle pulmonaire qui est en jaune avec une diminution des volumes, et puis petit à petit installation d'une vasculopathie, et cette vasculopathie, lorsqu'elle s'aggrave, va avoir des conséquences hémodynamiques. Et ce qui est déterminant ici, c'est ce point d'inflexion où l'atteinte vasculaire pulmonaire devient plus prédominante. C'est ce point d'inflexion qu'il faut qu'on arrive à préciser. Alors, deux choses qui ont déterminé le changement dans la sévérité, dans la définition de la sévérité. C'est un petit peu petit, mais ici, c'est des données anglaises où on part d'un grand nombre, plusieurs centaines de patients ayant une hypertension pulmonaire. Et ils ont gardé les patients qui étaient soit en groupe 1, soit en groupe 3. Ici, on a mis de côté les patients qui avaient clairement une pathologie interstitielle pulmonaire et gardé les patients qui étaient soit considérés comme hypertension pulmonaire idiopathique, soit avec une pathologie interstitielle dite légère, entre guillemets, c'est-à-dire avec une capacité vitale à plus de 70% de la théorique. Et l'objectif, c'était de voir si ça changeait quelque chose, qu'il y ait une anomalie interstitielle pulmonaire légère. Et vous voyez qu'entre ceux qui n'ont aucune maladie respiratoire chronique, qui sont ici, qui ont une capacité vitale à 100% de la théorique, et ceux qui ont une pathologie interstitielle dite légère, mais avec une CV à plus de 70%, on a un profil fonctionnel qui est similaire, 103% ici pour la valeur théorique, et par contre des diffusions qui sont très basses. Et ce que montre cette étude, c'est que quand on compare les patients qui n'ont pas d'anomalie interstitielle pulmonaire ou qui ont des anomalies interstitielles pulmonaires dites légères, il y a une différence de pronostic qui est assez considérable. C'est la courbe de gauche, ce qui veut dire que devant une hypertension pulmonaire précapillaire, s'il y a une pathologie interstitielle pulmonaire, même légère et même avec une capacité vitale à plus de 70% de la valeur théorique, ça a un impact sur l'évolution des patients et sur le pronostic. Et c'est souvent associé à une diffusion nettement plus basse. Et d'ailleurs, si on sépare les patients en fonction de leur niveau de diffusion, on a aussi une différence d'évolution pronostique importante. Et puis la deuxième étude qui a fait revoir ces données de gravité, c'est celle qui est issue du registre Compera, dans lesquels ils ont analysé plus de 400 patients ayant une hypertension pulmonaire associée à une pathologie interstitielle pulmonaire. Donc ici, vous voyez qu'il y a 40% de fibrose idiopathique, 27% d'emphysème fibrose, 15% de pneumopathie interstitielle non spécifique et puis quelques autres. Et les facteurs pronostiques qui sortaient principalement dans ces études, c'était le niveau des résistances. Si les résistances sont à plus de 5, le pronostic est moins bon que si elles sont inférieures à 5. Ici, c'est 8. On a une différence pronostique encore plus marquée. Et par contre, si on s'intéresse aux anciens critères de gravité, plus de 35 de PAP moyenne et ou un index cardiaque abaissé, il n'y avait pas de différence pronostique. Alors, avoir une hypertension pulmonaire, oui, ça joue sur le pronostic de ces patients. Ici, c'est des données du registre pour ce qui est du centre lyonnais, où être en groupe 3, c'est clairement de mauvais pronostics par rapport aux autres groupes. Quand on est en groupe 3, finalement, quelle que soit la maladie respiratoire associée, le pronostic est extrêmement mauvais. Et quand on a une fibrose pulmonaire idiopathique, on sait depuis longtemps que l'hypertension pulmonaire, lorsqu'elle est présente, est associée à une mortalité plus élevée, une dyspnée plus prononcée, une diffusion plus basse, une hypoxémie plus importante, une moins bonne capacité à l'exercice et même un risque d'exacerbation de fibrose plus important. Ça, ce sont des données qu'on a depuis assez longtemps. Alors, passons à la prise en charge. La mise en page se décale un petit peu. Les recommandations sont d'abord, vous voyez que c'est les recommandations qui sont en vert, donc en faveur de ces prises en charge, sont de prendre en charge la pathologie interstitielle, d'optimiser la prise en charge de la pathologie interstitielle pulmonaire, d'adresser le patient à un centre d'hypertension pulmonaire et éventuellement d'avoir une approche individualisée si l'hypertension pulmonaire est sévère et d'évaluer pour la transplantation pulmonaire. Donc finalement la même chose que ce que l'on a vu pour la BPCO. Alors qu'en est-il des traitements spécifiques de l'hypertension pulmonaire? La plupart des études sont négatives. Je ne vais pas toutes les revoir.
Mais il y a eu des études essayant de traiter la fibrose avec des médicaments de l'hypertension pulmonaire, parce qu'il y a des parentés biologiques. Il y a eu aussi des études essayant de traiter l'hypertension pulmonaire de la fibrose avec des traitements de l'hypertension pulmonaire. Et ces études sont soit négatives, soit même montrant un effet délétère. Vous voyez ici, 2 études sont soulignées, Artemis et RISE-IIP, qui ont été interrompues de façon prématurée parce que les effets étaient négatifs avec un effet délétère, respectivement avec l'ambrisentan ou avec le riocigate. Je montre l'exemple du riocigate parce que c'est le plus récent, un essai publié en 2019, spécifiquement dédié à traiter l'hypertension pulmonaire des pathologies interstitielles pulmonaires. Et il y avait des fibroses idiopathiques, des PINS, des emphysèmes fibroses, mais normalement surtout assez peu d'emphysèmes en théorie. Et l'hypertension pulmonaire était diagnostiquée selon les anciens critères. Il n'y avait pas de nécessité d'avoir une forme grave d'hypertension pulmonaire. Cet essai est négatif. Pas de bénéfice sur le plan du test de marche de 6 minutes, même si dans l'extension, il semble y avoir une différence, en tout cas visuelle, qui apparaît. Mais vous voyez que la survie sans aggravation est absolument identique avec ou sans traitement. Et en fait, l'essai a été arrêté prématurément parce qu'il y a eu un excès de mortalité, et notamment 4 décès dans le groupe traité. Quand il y a eu une analyse pour essayer de comprendre d'où venait cet effet délétère, on s'est rendu compte qu'il y avait un certain nombre de patients qui avaient en fait un syndrome emphysème fibrose. Cette figure, vous avez une colonne par patient. Les 4 qui sont en couleur vive sont les 4 qui sont décédés. Ceux qui sont en couleur pâle sont ceux qui ne sont pas décédés. Et les patients qui ont reçu du riocigate ont une croix en rouge. Et la quantification de l'emphysème et de la fibrose a montré qu'en fait, ils avaient beaucoup d'emphysème, c'est la barre en rouge, par rapport à la fibrose qui est la barre en bleu. Donc, cet essai, normalement, incluait des fibroses, mais en fait, il y a eu des syndromes emphysème-fibrose et des patients avec plus d'emphysème que de fibrose. Et bon, l'analyse visuelle suggère que peut-être les emphysèmes-fibroses auraient eu une évolution plus défavorable que les pathologies interstitielles pulmonaires. Donc il faut certainement ne pas considérer de la même façon les emphysèmes fibroses et les fibroses. Il y a eu des traitements pour essayer de traiter l'hypertension pulmonaire des fibroses pulmonaires par le sildenafil, en essayant d'améliorer notamment la qualité de vie à un stade avancé de la maladie. Ces essais ont parfois montré une tendance pour le score de Saint-Georges, c'est les STEP IPF, mais vous voyez que ça n'a pas été reproduit dans un autre essai, pourtant avec le même modèle, sildenafil versus placebo, chez des patients ayant une fibrose pulmonaire. Dans cet essai InStage, il y avait une différence significative pour le BNP, et puis de façon surprenante, les patients qui ont reçu du sildenafil avaient une capacité vitale qui restait un peu plus stable que les patients qui recevaient le placebo. Donc on traitait leurs composantes vasculaires pulmonaires avec le sildenafil, mais c'est la capacité vitale qui avait tendance à être stabilisée. Et on va revoir tout de suite que la même chose a été vue avec un essai plus récent. Un autre essai du sildenafil, cette fois-ci chez des patients déjà traités par pyrphénidone pour une fibrose pulmonaire idiopathique. Je ne vais pas m'appesantir parce que vous voyez la courbe de survie sans progression qui montre absolument aucun bénéfice entre les 2 groupes. Donc jusqu'à présent, des essais qui sont globalement négatifs avec les traitements conventionnels, on va dire, de l'hypertension pulmonaire, ceux que l'on utilise dans l'hypertension artérielle pulmonaire du groupe 1. Alors il y a 2 molécules qui ont donné des résultats positifs. D'abord un tout petit essai, mais qui va être suivi d'autres données avec le NO inhalé. Alors le NO, ce n'est pas très pratique à utiliser, mais il y a des compagnies qui développent des dispositifs ambulatoires de façon à pouvoir donner du NO inhalé, pour lequel il y a une certaine base physiopathologique. Et ici, un petit essai de 8 semaines dans les hypertensions pulmonaires des pnéumopathies interstitielles. Et le critère d'évaluation, c'était l'actigraphie, donc le niveau d'activité des patients, une activité qui se réduit beaucoup en quelques semaines chez les patients qui recevaient un gaz placebo et qui s'améliore légèrement, au contraire, chez les patients qui reçoivent du NO inhalé. Donc c'est quelque chose probablement à suivre. Et puis surtout, l'actualité, c'est le treprostinil inhalé,
qui a été évalué dans un essai dédié aux hypertensions pulmonaires des pnéumopathies interstitielles. J'ai laissé ce tableau un petit peu chargé parce qu'il montre la variété des pnéumopathies interstitielles. Vous voyez, il y a des pnéumopathies interstitielles idiopathiques, des pnéumopathies d'hypersensibilité, des emphysèmes fibroses. Il y a des connectivites, environ un petit quart des patients. Et dans les pnéumopathies interstitielles, il y a des FPI, des PINS, etc. Donc une variété de pnéumopathies interstitielles. Le critère d'évaluation principal de cet essai, qui était un essai de traitement de l'hypertension pulmonaire, c'était le test de marche. C'est un essai qui est positif, avec une différence significative de 31 mètres entre les deux groupes à 16 semaines. C'est un essai relativement court. Le test de marche s'améliore dans le groupe traité, se détériore légèrement dans le groupe recevant le placebo, et une différence significative aussi pour certains critères secondaires, dont le taux de NT-proBNP. Et puis, de façon un petit peu similaire à ce que j'ai montré juste avant pour le sildenafil, ce sont des patients qui ont une pneumopathie interstitielle, donc on a quand même suivi leur fonction pulmonaire. Et ce que les auteurs ont montré, c'est que la capacité vitale forcée, ici c'est l'extension pour le test de marche, je vais revenir juste après sur la capacité vitale. Le test de marche s'améliore dans le groupe traité et on dispose maintenant de données à plus long terme dans l'extension de l'étude. Le bénéfice semble se maintenir, ce qui est très encourageant puisque ces patients ont tendance à avoir une aggravation qui est assez rapide. Donc si le test de marche se maintient, c'est évidemment très favorable. Et par contre, dans le groupe qui recevait le placebo et qui ensuite a commencé le traitement, il n'y a pas de rattrapage du test de marche. Donc ça reste à expliquer, mais il faudrait peut-être traiter les patients le plus tôt possible. C'est une des lectures qu'on peut avoir de ce résultat. Et donc ce que je citais pour la capacité vitale, ici la première partie à gauche, c'est la phase randomisée. Les patients qui reçoivent le traitement ont tendance à l'augmentation de leur capacité vitale, elle augmente un petit peu. Les patients qui reçoivent le placebo initialement, elle diminue. Et puis lorsqu'on commence le traitement ou qu'on le continue chez tout le monde, il y a un bénéfice apparemment si ces données sont confirmées. Et il y a une base physiopathologique, le trépostinyl inhalé pourrait avoir un effet en gros sur le remodelage interstitiel pulmonaire comme il a un effet sur le remodelage vasculaire pulmonaire. Ce résultat justifie un essai qui a débuté, les premières inclusions ont débuté au niveau international, de traitement de la fibrose pulmonaire, cette fois, et non pas de l'hypertension pulmonaire, c'est bien de traitement de la fibrose pulmonaire par le trépostinyl inhalé sur la base de ce résultat, ce qui est peut-être un peu optimiste, mais qui montre bien que c'est un traitement qui est envisagé pour traiter éventuellement les deux composantes, parenchymateuse et vasculaire pulmonaire. Voici la survie sans progression, toujours dans cet essai INCREASE, dans sa phase d'extension. Même à plus long terme, les patients recevant le trépostinyl inhalé ont moins d'aggravation que les patients qui recevaient le placebo. Et ici, la survie sans progression est définie, c'est à droite, comme une survie jusqu'à la première hospitalisation ou exacerbation de fibrose pulmonaire idiopathique. Attention, le suivi est prolongé, mais le nombre de patients diminue. C'est une étude d'extension qui est toujours en cours. Donc le nombre de patients qui restent suivis à la période tardive est faible. Et pour finir, quelles sont les recommandations? Donc ici, le tableau issu des recommandations internationales. Le trépostinyl inhalé pourrait être envisagé chez les patients qui ont une hypertension pulmonaire associée à une pneumopathie interstitielle. En revanche, l'embrisentan et riociguat ne sont pas recommandés. On a vu qu'ils ont un effet délétère chez ces patients. D'une façon générale, il n'est pas recommandé d'utiliser les traitements de l'hypertension artérielle pulmonaire chez les patients ayant une pathologie chronique pulmonaire et une hypertension pulmonaire non sévère. Il y a quand même une place un petit peu à part qui est faite aux inhibiteurs de PDE5. Je suis désolé pour le décalage, puisqu'il y a une recommandation aussi de niveau 2B. Donc si un traitement veut être discuté au niveau individuel chez un patient ayant une PID et une hypertension pulmonaire, notamment sévère, c'est probablement les inhibiteurs de PDE5, donc sildenafil, tadalafil, qui sont à privilégier. Je vous remercie.
Merci beaucoup pour cette superbe revue et présentation. Y a-t-il des questions dans la salle? Moi, j'ai une question. Pourquoi la voie inhalée? Pourquoi pas la voie inhalée? Oui. En fait, non, mais pardon pour la boutade, mais ces traitements ont des effets secondaires par voie systémique. Et il y a un mouvement qui est de dire, si on a amélioré nos façons d'administrer des traitements directement dans les poumons par rapport à ce qui se faisait il y a une vingtaine d'années, ça nous donne la possibilité d'avoir un meilleur ratio entre le traitement administré dans le poumon et les effets systémiques. Là, les prix sont pas trop nombreux. C'est un traitement qui semble acceptable par les patients grâce aux progrès qui ont été faits pour la miniaturisation des dispositifs inhalés. Et du coup, il y a moins d'impact sur les échanges gazeux? Alors, c'est vrai que c'est une très bonne question. On est toujours inquiet ou préoccupé par le fait qu'on pourrait avoir une aggravation des échanges gazeux avec les traitements de l'hypertension pulmonaire. C'est quelque chose qu'on voit avec les anti-endothéline, qui a été vu avec le riociguat, puisqu'il y avait des aggravations assez considérables, qu'on ne voit pas avec le sildenafil et qui ne semble pas non plus être le cas avec le trépostinil. Il y a même chez certains patients une tendance à l'amélioration, de même qu'avec le NO inhalé pulsé, il y a une tendance à l'amélioration de leur saturation et de leur gazométrie. Merci. J'ai été très intéressé, pour un néophyte que je suis, de ce que vous avez dit sur la physiopathe, et en particulier sur les PID, alors au sens très général, c'est-à-dire qu'il y a un infiltrat au scanner, et à un moment donné, on a l'impression qu'il y a une composante vasculaire. Très bien. Cette composante vasculaire, elle s'associe à une grande hypoxémie, à une DLCO très basse, et la physiopathe serait peut-être plus de la raréfaction capillaire qu'une authentique lésion artériolaire type groupe 1. Est-ce qu'il y a des progrès dans l'imagerie fine pour définir cette lésion vasculaire? Est-ce qu'on est proche d'un groupe 1 ou est-ce qu'on n'est pas justement dans une raréfaction du lit capillaire? Et finalement, c'est toute la différence entre la MVO d'un côté et les PID de l'autre, chez les malades qui ont DLCO basse très hypoxémique, alors que les volumes ne sont pas très altérés encore. Est-ce qu'il y a du progrès sur la définition de cette lésion vasculaire, type artériole versus raréfaction capillaire? En fait, c'est une question difficile. Oui, il y a des progrès, mais qui répondent pas complètement à la question. C'est-à-dire, dans les fibroses idiopathiques, par exemple, il y a eu des études de quantification des différentes composantes avec des logiciels comme Caliper, qui est un logiciel, un algorithme informatique qu'on applique sur les images de scanner et qui permet de quantifier la proportion de vaisseaux, la proportion de voies aériennes et la proportion de lésions interstitielles, et pour chacune, le rayon de miel, les réticulations, etc. Et on arrive à voir quels sont les éléments pronostiques, par exemple. Et on voit quand on fait ça qu'il y a, de façon, on apprend des choses et on voit qu'il y a une raréfaction vasculaire, on voit qui porte sur les artères. On voit qu'il y a une augmentation globalement du calibre des voies aériennes dans la fibrose, ce qui n'est pas quelque chose qui était bien apprécié auparavant. Et ces deux anomalies ont une vraie valeur pronostique, indépendamment de l'extension de la fibrose. Bon, et ça, c'est des progrès de compréhension que font les radiologues, mais ça ne nous donne pas vraiment la réponse à la question quelle est l'origine ou quel est le mécanisme de l'hypertension pulmonaire, quel est le stade, est-ce que c'est un stade où il faut traiter l'hypertension pulmonaire indépendamment de la fibrose ou non? Ça, je n'ai pas vu de réponse là-dessus. Oui, monsieur Simoneau. Il y a une question devant. Je voulais t'interroger un peu sur les veines pulmonaires, parce que est-ce que vous avez des données récentes sur vos malades qui meurent de fibrose sur l'atteinte des veines pulmonaires? Parce que dans les riociguates, quand même, ce qui était troublant, c'est quand même les malades mouraient, mais ils mouraient quand même avec, semble-t-il, des images alvéolaires. On parlait de pneumopathie, d'œdème pulmonaire, on ne savait pas trop ce que c'était. Moi, j'avais demandé à Nathan de demander des autopsies, ça n'a jamais pu être fait. Mais à mon avis, ça serait quand même quelque chose d'important, parce que c'est quand même pas exceptionnel, puisque nous, on avait publié il y a 20 ou 30 ans, dans les histiocytoses X, une atteinte veineuse pulmonaire très importante, qui était une contre-indication donc, aux vasodilatateurs.
Oui, non, je n'ai pas beaucoup de données complémentaires, si ce n'est qu'il y avait eu une étude de plusieurs centres parisiens, si je me souviens bien, qui avait repris les biopsies pulmonaires des patients et montré des lésions vasculaires et notamment veineuses, enfin, avec une composante veineuse, qui est notamment présente dans les zones de fibrose, mais parfois aussi à distance. Donc, qui pourrait expliquer ce que vous dites, c'est-à-dire un effet d'œdème pulmonaire lorsqu'on donne des vasodilatateurs, et qu'à nouveau, on ne voit pas trop avec les inhibiteurs de PDE5. Mais il n'y a pas, enfin, j'ai pas connaissance de travaux supplémentaires là-dessus. Celui qui est cité, c'est toujours le travail parisien. La DLCO n'est jamais effondrée. Donc c'est quand même particulier, cette DLCO très effondrée quand même. Et je ne suis pas sûr que la pathologie interstitielle seule peut expliquer ça, en fait. Surtout si elle n'est pas très évoluée. Non, c'est sans doute une piste pour essayer de faire la part des choses entre ce qui est interstitiel et ce qui est vasculaire. Mais la diffusion, c'est toujours... Alors, je vais me tourner vers des plus physiologistes que moi, mais l'interstitiel, le vasculaire et l'emphysème aussi. Donc, dès lors qu'on a une combinaison... La DLCO n'est pas effondrée, elle est au minimum 60-70%, mais on n'a jamais des DLCO à 20%. Non, mais dès qu'on a une deuxième composante, elle devient beaucoup plus basse. Donc, si elle est très basse, c'est en faveur de l'hypertension pulmonaire. Vincent, l'amélioration de la CV, ça se voit avec le tréprostinylinané, mais aussi avec le sildenafil. Alors, c'est peut-être pas un effet cellulaire du tréprostinyle. Est-ce que ça peut pas être une amélioration de la compliance pulmonaire du fait du traitement de la vasculopathie? Est-ce que ça a été étudié là dans l'étude notamment sur le tréprostinyle? Non, à ma connaissance, non. À ma connaissance, ça n'a pas été étudié. Par contre, il y a une publication faisant la synthèse des éléments biologiques qui seraient potentiellement, qui pourrait expliquer un effet biologique du tréprostinyle sur la fibroprolifération. Donc, je ne peux pas reprendre ça comme ça, mais là, il y a quand même un certain nombre d'éléments qui sont essentiellement des éléments de prolifération des myofibroblastes et d'activation des fibroblastes. Et juste une petite remarque sur le NO inhalé. Chez les patients sous oxygène, il y a des dispositifs maintenant qu'on peut mettre sur le matériel d'oxygène et ça ne rajoute pas un fardeau aux patients. Je pense que la technologie est prête et c'est un vrai concurrent des molécules là, qui sont en développement pour l'hypertension pulmonaire sévère du groupe 3, que ce soit PID ou BPCO. Merci. On va enchaîner. On va maintenant aborder le sujet de l'hypertension pulmonaire post-embolique et on va accueillir Xavier Jaïs. On a vu à travers les différents exposés l'importance d'identifier ces patients du groupe 4 puisque les traitements, ne pas faire perdre la chance du traitement de désobstruction permet de changer la trajectoire de ces patients. Xavier, on t'écoute. Merci Hélène. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis très heureux de pouvoir vous parler d'hypertension pulmonaire thromboembolique chronique. On va voir que c'est un domaine dans lequel il y a eu énormément de progrès au cours des 5 dernières années. C'est probablement un des domaines de l'hypertension pulmonaire où il y a eu le plus de progrès, en particulier pour les patients. Voilà mes liens d'intérêt. Donc d'abord, on va commencer par quelques mots de définition, parce que les choses ont été un peu précisées, essentiellement pour montrer que cette maladie touche bien les artères pulmonaires. Il a été décidé d'utiliser un terme générique pour définir globalement la maladie. Et donc le terme qui a été choisi, c'est celui de maladie pulmonaire thromboembolique chronique. Donc le terme pulmonaire a été rajouté pour bien préciser que cette maladie touche les artères pulmonaires. Donc maladie pulmonaire thromboembolique chronique avec ou sans hypertension pulmonaire. Donc cette maladie pulmonaire thromboembolique chronique, elle est définie par un certain nombre de choses. D'abord, la présence de symptômes, avec ou sans antécédent de maladie veineuse thromboembolique, au moins un défaut de perfusion non concordant sur la scintigraphie pulmonaire, des lésions thromboemboliques chroniques spécifiques objectivées sur l'angioscanner ou l'angiographie pulmonaire, et ce, après au moins 3 mois de traitement anticoagulant. Et finalement, la maladie pulmonaire thromboembolique chronique avec hypertension pulmonaire précapillaire de repos, on a gardé le terme d'hypertension pulmonaire thromboembolique chronique ou de CITEF. Mais donc voilà, quelques précisions sur la définition.
Donc, sur le dépistage, quoi de neuf? Pas grand-chose. Vous voyez à gauche les dernières recommandations de 2015, à droite celles de 2022. On a simplement apporté quelques précisions sur les examens éventuellement intéressants, susceptibles d'identifier les patients qui seraient à explorer de façon plus approfondie. Et on fait intervenir, donc, avant de référer le patient, l'intérêt potentiel du dosage du BNP ou du NT-proBNP et éventuellement de l'épreuve d'effort, qui n'est pas toujours réalisable sur cette population de patients parfois âgés et comorbides, mais qui peut être vraiment intéressante pour essayer d'identifier les patients susceptibles d'être explorés. Donc, sur le dépistage, pas de gros changements, essentiellement des précisions donc, sur ces examens d'intérêt éventuel. Sur l'algorithme diagnostique, je suis désolé, c'est un petit peu petit. Donc le dépistage est chez les patients symptomatiques, donc deux situations maintenant qui sont bien différenciées. La découverte de la maladie au cours du bilan d'une hypertension pulmonaire, et puis une situation qui a été un peu plus précisée, c'est dans un contexte d'embolie pulmonaire chez un patient avec ou sans facteur de risque. Et donc là-dessus, quelques précisions ont été apportées pour essayer d'identifier mieux ces situations qui feraient conduire à découvrir une hypertension pulmonaire thromboembolique chronique. Donc dans un contexte d'embolie aiguë, 3 situations. Chez un patient qui a, au moment du diagnostic d'embolie aiguë, une PAPS supérieure à 60 mm de mercure à l'écho, et ce d'autant plus s'il existe des signes de lésions thromboemboliques chroniques spécifiques objectivées sur le scanner, donc les lésions qui sont les lésions classiquement décrites, les webs, les sténoses. Ce n'est pas toujours simple d'évaluer ça au moment d'une embolie pulmonaire aiguë. La perfusion mosaïque, l'hypertrophie artérielle bronchique, tous ces éléments-là sont bien à étudier vraiment au moment d'une embolie aiguë lorsque la PAPS est à plus de 60 mm de mercure. Deuxième situation, en cas de persistance de symptômes dans le suivi d'une embolie pulmonaire, c'est finalement une situation qui est assez rare. Et chez des patients asymptomatiques avec des facteurs de risque de CTEPH, où certains ont proposé des scores de prédiction du CTEPH, en particulier l'équipe de Leiden a travaillé pas mal là-dessus. Ce n'est pas tellement applicable en pratique, mais bon, ça a le mérite d'exister. Donc je vous rappelle que les facteurs de risque principaux susceptibles d'être associés au développement de l'hypertension pulmonaire thromboembolique chronique, c'est essentiellement les dispositifs intravasculaires, un pacemaker, porte-à-4, les shunts ventriculo-atriales, les maladies inflammatoires du tube digestif, et essentiellement le Crohn, la thrombocytémie essentielle, le vaquèse, la splénectomie, le syndrome des antiphospholipides. On verra que c'est très important de les dépister puisque ça va conditionner le choix du traitement anticoagulant en particulier. Les traitements par hormones thyroïdiennes substitutives, et puis le cancer. Donc tous ces éléments-là sont bien à rechercher au moment de l'évaluation des patients. Sur les examens en eux-mêmes, pas de gros changements par rapport aux dernières recommandations. Vous voyez simplement sur votre droite, chez un malade qui n'a pas d'hypertension pulmonaire et échographie cardiaque, mais qui a donc des anomalies scintigraphiques et des symptômes, c'est-à-dire une dyspnée à l'effort. Là aussi, vous voyez apparaître de nouveau l'intérêt potentiel de l'épreuve fonctionnelle et l'exercice pour essayer d'identifier les patients qui pourraient bénéficier d'un bilan complémentaire dans l'éventualité de leur proposer une thérapeutique. Donc, je vous rappelle que les éléments qu'on va observer le plus fréquemment à l'épreuve d'effort, c'est une PET-CO2 abaissée, un rapport VE sur VCO2 augmenté, un pouls d'oxygène abaissé, et puis un pic VO2 qui va être abaissé là aussi. Donc voilà les anomalies les plus fréquemment observées. On peut parler aussi du rapport VDVT, mais pour ça, il faut faire des gaz du sang, ce qui n'est pas toujours réalisé. Donc voilà sur ce qu'on peut dire sur l'algorithme diagnostique. Une fois que le diagnostic est confirmé sur les données d'imagerie classiques, là aussi, pas de changement. Le scanner thoracique reste l'examen de première intention, qui va être éventuellement associé à une angiographie pulmonaire lorsqu'il n'est pas contributif, qu'il ne permet pas d'évaluer précisément
le choix thérapeutique, en particulier lorsque les lésions vont siéger au niveau segmentaire et sous-segmentaire, le cathétérisme cardiaque droit bien évidemment, et puis une fois tous ces examens réalisés, l'évaluation par une réunion de concertation pluridisciplinaire, là c'est extrêmement important, avec réunis des chirurgiens, des radiologues et puis des médecins qui s'occupent de l'hypertension pulmonaire. Alors sur la stratégie de prise en charge, là il y a eu quelques changements, on va le voir, qui sont importants. Alors vous savez que le premier élément lorsqu'un diagnostic est réalisé, c'est le traitement anticoagulant qui est recommandé à dose efficace. Et donc une des grandes questions, c'est quid du traitement par AVK ou par anticoagulant oraux direct. Il n'y a aucune étude randomisée contrôlée qui a été réalisée. Ce que l'on sait, c'est que l'efficacité des AOD est inférieure à celle des AVK en termes de risque de récidive de maladie veineuse thromboembolique dans le syndrome des antiphospholipides. Ça, c'est un élément qui est clair. Par contre, dans les autres situations, les choses sont beaucoup moins claires. On dispose de peu de données. Finalement, il y a deux études qui ont étudié et qui ont comparé à la fois en termes de risque hémorragique et de risque de récidive thromboembolique les AOD aux AVK. D'abord, dans cette étude anglaise, après chirurgie, vous voyez, chez des patients qui étaient opérés, plus de 1000 patients opérés, 2 tiers, vous voyez, avaient reçu un traitement par AVK après l'intervention, 1 tiers, un traitement par AOD. Vous voyez, 22 épisodes de récidive dans le suivi. Alors, les choses ne sont pas très claires, on ne sait pas précisément ce qu'on entend par récidive, on ne sait pas si c'est des phlébites, des embolies pulmonaires, si c'est des rethromboses dans le territoire endartérectomisé, il n'y a pas de précision là-dessus. Et donc, c'est un des problèmes de cette étude. Quoi qu'il en soit, on voit que la fréquence des récidives semble être légèrement plus élevée chez les malades traités par AOD par rapport aux malades traités par AVK. Mais vous voyez que ces événements sont quand même extrêmement rares. Donc là, on est vraiment dans de la sémiologie extrêmement fine. Des données sur le registre expert. Donc je rappelle, le registre expert, c'est un registre international qui a regroupé tous les patients qui avaient été traités par Riociguat. Et dans ce registre, on a regardé les malades traités par AVK ou AOD lorsqu'ils avaient un CITEF, et on a regardé quels étaient les événements thromboemboliques de récidive thromboembolique et les événements hémorragiques qui étaient observés dans ces deux populations. Donc, vous voyez, plus de 600 malades traités par AVK, 200 malades traités par AOD. Donc vous avez sur la partie gauche du tableau les événements hémorragiques, sur la partie droite les événements thromboemboliques. Vous voyez qu'en termes d'événements hémorragiques, il n'y a pas de différence entre les deux traitements, et qu'en termes de récidive et d'événements thromboemboliques, là aussi, peut-être un tout petit peu plus d'événements avec les AOD, mais là aussi, on est dans très peu d'événements. Donc là aussi, clairement, il n'y a pas de signal évident pour dire que les AOD sont nettement inférieurs aux AVK dans l'hypertension pulmonaire thromboembolique chronique. Alors, ce qui est un peu troublant dans cette étude, c'est qu'il y avait un taux plus élevé d'arrêt des AOD par rapport aux AVK. Il n'y a pas de précision sur les raisons de ces arrêts, mais c'est une donnée qui est quand même intéressante à identifier. Donc, à la lumière de ces résultats, donc les recommandations, c'est que en termes de traitement anticoagulant, on a le choix aujourd'hui d'utiliser les AVK ou les AOD, à l'exception du syndrome des antiphospholipides. Donc, c'est pour ça qu'il est très important de le rechercher chez tous les patients avec un diagnostic de CITEF. Et donc, dans cette situation de syndrome des antiphospholipides, le traitement par AVK reste le traitement recommandé. Alors, en ce qui concerne l'évaluation multidisciplinaire, c'est-à-dire le choix du traitement, là aussi, vous voyez, entre 2015 et 2022, pas de gros changements, ce qui est très important. Et vous voyez, ce qui apparaît très très tôt dans les recommandations à l'heure actuelle, c'est une évaluation pluridisciplinaire et essayer de voir si le patient serait éventuellement candidat à un traitement multimodal. Et on va voir que cette approche multimodale, c'est vraiment un des grands changements dans les recommandations, et ça va devenir probablement, et c'est déjà le cas, le gold standard maintenant pour la prise en charge des patients. Donc le rationnel de l'approche multimodale, ce schéma permet de bien comprendre le rationnel de l'approche multimodale. Vous savez qu'il y a différents types de lésions qui sont observées dans l'hypertension pulmonaire thromboembolique chronique. Il y a une composante obstructive qui est constituée de caillots fibreux qui va être localisée au niveau des artères de gros calibre,
ou les artères de jusqu'à 2-3 mm, les artères segmentaires et sous-segmentaires. Ces lésions vont être soit accessibles à l'endartérectomie pulmonaire, soit à l'angioplastie pulmonaire. On voit qu'il y a une zone de chevauchement entre les deux traitements. Certaines lésions vont être accessibles aux deux techniques. Et puis, il y a une composante de microvasculopathie qui, elle, va être ciblée par les traitements de l'hypertension pulmonaire. Et donc, on comprend aisément qu'un certain nombre de patients peuvent avoir un mélange de ces lésions. Et on comprend dans cette situation-là que l'approche multimodale a tout son intérêt pour essayer de cibler, de traiter l'ensemble de ces lésions. Et finalement, à l'heure actuelle, la grande majorité des patients vont bénéficier d'au moins 2 de ces 3 thérapeutiques, voire pour certains des 3 thérapeutiques. Alors en ce qui concerne les patients opérables, donc là, pas de changement. L'endartérectomie pulmonaire reste le traitement de choix avec une classe de recommandation qui reste 1. Alors vous voyez qu'il y a une petite précision, simplement pour dire que l'endartérectomie pulmonaire, ça permet de cibler les lésions fibreuses au sein des artères pulmonaires lorsqu'elles sont accessibles à la chirurgie. Donc c'est quelque chose qui est important puisque ça permet de comprendre et d'intégrer ça dans une approche multimodale. C'est-à-dire que l'endartérectomie pulmonaire cible un certain type de lésions localisées à certains endroits des artères pulmonaires au niveau des artères pulmonaires proximales. Alors, quid de l'approche multimodale dans les formes opérables? Y a-t-il un intérêt à proposer un traitement médical avant endartérectomie pulmonaire? Alors pour l'instant, les données dans la littérature sont très disparates et en fait, il n'y a pas de réponse claire. Certaines données ont montré potentiellement un intérêt, d'autres potentiellement un effet délétère. Les malades qui étaient inclus étaient des malades très hétérogènes, probablement des malades qui sont difficilement comparables. Ce qui est sûr, c'est que la question peut se poser chez des malades qui ont un haut niveau de résistance vasculaire pulmonaire préopératoire. On peut prendre le seuil de 800 DIN, à partir duquel on sait que le risque périopératoire de mortalité va augmenter. Mais ce qui est probablement très important, ce n'est pas seulement le niveau des résistances, mais plutôt la corrélation entre, 1, la localisation des lésions, 2, la corrélation entre l'obstruction anatomique et le niveau des résistances. Et donc, c'est ces éléments-là qui sont probablement plus important que les résistances en tant que telles. Et donc vraiment, cette discussion de l'intérêt d'un traitement médicamenteux avant endartérectomie pulmonaire, elle doit se faire de façon au cas par cas, de façon individuelle. Et c'est une question qui est difficile. Il y a un essai qui avait été débuté et qui a été interrompu faute de patients d'inclusion. Et donc malheureusement, on n'aura probablement pas la réponse à cette question avec un essai randomisé contrôlé. Alors, après endartérectomie pulmonaire, il est fondamental de suivre les patients. Alors ça, c'est vrai qu'il y a 10 ou 15 ans, on considérait qu'un malade qui était traité par endartérectomie pulmonaire, si la chirurgie avait été un succès, il n'y avait plus besoin de le suivre ensuite. Les malades étaient perdus de vue et puis de temps en temps, on les récupérait 5 ans, 10 ans après, avec des hypertensions pulmonaires extrêmement sévères. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement important. Aujourd'hui, un malade qui a un CITEF, quel que soit le traitement, il faut qu'il y ait un suivi à long terme, puisque l'approche multimodale qu'on va pouvoir proposer à ce patient peut éventuellement être envisagée plusieurs années après une chirurgie, par exemple, et donc il ne faut pas perdre de vue ces patients. Alors, l'hypertension pulmonaire persistante après endartérectomie pulmonaire, c'est finalement quelque chose d'assez fréquent. Alors, suivant la définition qu'on prend, vous voyez que quand même, dans cette étude, qui était une étude anglaise, qui a repris toute la cohorte de patients traités par endartérectomie pulmonaire pendant plus de 10 ans, on voit que la prévalence de l'hypertension pulmonaire persistante après endartérectomie pulmonaire chez des malades qui avaient été évalués 3 à 6 mois après la chirurgie, c'est quand même très fréquent, puisque seulement, si on prend maintenant la définition et le seuil de 20 mm de mercure, seulement 28% des malades avaient moins de 20 mm de mercure de PAP moyenne après endartérectomie pulmonaire. Donc finalement, la normalisation de l'hémodynamique pulmonaire de repos est quand même rare après endartérectomie pulmonaire, d'où l'intérêt de réévaluer ces patients pour leur proposer une approche multimodale, traitement médicamenteux, angioplastie pulmonaire. Donc ça, c'est vraiment quelque chose maintenant qui est rentré dans les habitudes et qui est extrêmement important. Dans cette étude, ce qui était intéressant, c'est que les auteurs ont pu démontrer que le fait de conserver une PAP moyenne à plus de 30 mm de mercure était associé
à l'initiation d'un traitement médical et que les malades qui conservaient une PAP moyenne à plus de 38 mm de mercure et des résistances grosso modo à plus de 5 avaient un moins bon pronostic que les autres patients. Donc ça montre bien, là aussi, qu'il est nécessaire de suivre ces malades-là pour leur proposer éventuellement un traitement combiné après endartérectomie pulmonaire. Alors, quid du traitement médical après endartérectomie pulmonaire chez les malades qui ont une hypertension pulmonaire persistante? Donc là, pas de gros changements. Le riociguat, qui est le traitement de première intention, avec la classe de recommandation la plus élevée. Le treprostinil, qui est apparu suite au résultat de l'essai CITREF, avec une classe de recommandation inférieure à celle du riociguat. On peut bien évidemment, ce n'est pas précisé dans les recommandations, proposer les autres traitements de l'hypertension pulmonaire dans certains cas. Il n'y a pas de contre-indication éventuellement à proposer un autre traitement de l'hypertension pulmonaire, même si les données ne sont pas issues d'essais randomisés contrôlés. Alors, qu'en est-il de l'angioplastie pulmonaire après endartérectomie pulmonaire? Je vous ai ici résumé les 3 principales études qui ont regardé spécifiquement l'efficacité de l'angioplastie pulmonaire après endartérectomie pulmonaire. Vous voyez qu'il y a une donnée qui est intéressante, c'est que la majorité des patients étaient traités au préalable par un traitement médicamenteux. Donc là aussi, approche multimodale. Ces patients avaient une endartérectomie pulmonaire, un traitement médicamenteux, puis une angioplastie pulmonaire. Et on voit qu'il y a un effet bénéfique de l'angioplastie pulmonaire après chirurgie. Autre élément intéressant, vous voyez que le délai entre l'endartérectomie pulmonaire et l'angioplastie pulmonaire, il était de plusieurs mois à plusieurs années. Donc là aussi, ça montre bien l'intérêt et l'importance de suivre les malades au long cours, parce que s'il y a une aggravation même tardive après endartérectomie pulmonaire, ces patients seront tout à fait potentiellement éligibles à une angioplastie pulmonaire. Donc vous voyez que du coup, à la lumière de ces résultats, l'angioplastie pulmonaire qui avait une classe de recommandation 2B en 2015, maintenant a une classe de recommandation 1 actuellement. Alors, un petit mot sur la place de l'angioplastie pulmonaire chez des malades techniquement opérables, mais qui ont, on va dire, des lésions difficilement accessibles à l'endartérectomie pulmonaire ou qui ont un bénéfice-risque estimé défavorable pour la réalisation d'une endartérectomie pulmonaire. Pour ces malades-là, on peut là aussi proposer une angioplastie pulmonaire. Il y a quelques données, en particulier d'études japonaises, qui montrent que l'angioplastie pulmonaire peut être efficace chez ces malades qui ont pourtant une forme techniquement opérable. Alors, c'est des données sur des petits effectifs. Attention à pas proposer ça d'emblée. C'est vraiment dans des situations très particulières. Et vous voyez que la classe de recommandation, elle est assez faible. Alors, qu'en est-il de la stratégie de prise en charge des formes inopérables? Vous voyez, résumé en dessous, c'est les recommandations en 2015. C'était les traitements médicamenteux qui étaient recommandés en première intention. Et puis, l'angioplastie pulmonaire, c'était le début de l'avènement de l'angioplastie pulmonaire. On avait peu de données. Et la classe de recommandation était 2B. Depuis, on a eu beaucoup de données. D'abord, il y a eu énormément d'expériences qui ont été publiées, en particulier d'études japonaises, mais aussi d'études européennes qui ont montré le bénéfice de l'angioplastie pulmonaire dans les formes inopérables. Et puis surtout, il y a 2 essais randomisés contrôlés qui ont été réalisés, donc qui ont comparé l'angioplastie pulmonaire par rapport au riociguat dans des formes inopérables chez des malades naïfs de traitement. Une étude française, l'étude RACE, à laquelle beaucoup d'entre vous ont participé, et puis une étude japonaise, l'étude MR-BPA. Donc l'étude RACE, le critère de jugement principal, c'était les résistances vasculaires pulmonaires à 6 mois. Et donc l'angioplastie pulmonaire a démontré qu'elle permettait de réduire de façon plus importante les résistances vasculaires pulmonaires, mais au prix d'événements indésirables et d'événements indésirables graves beaucoup plus élevés, liés au traitement, liés à la technique. Vous voyez, 42% des patients avaient des événements indésirables graves liés à l'angioplastie pulmonaire versus 9% pour le riociguat. Pour l'étude japonaise, c'était une étude dont le critère de jugement était la PAP moyenne à 12 mois. C'est le schéma en haut à gauche. Et donc, là aussi, dans cette étude, une efficacité supérieure de l'angioplastie par rapport au riociguat en termes de baisse de la PAP moyenne. On voit que dans cette étude, il y avait aussi un effet plus important sur les résistances vasculaires pulmonaires
Et dans cette étude aussi, on voit que la fréquence des événements indésirables liés à l'angioplastie pulmonaire était plus élevée que dans le groupe Riociguat, 44%. Vous voyez qu'on retrouve les mêmes chiffres à peu près que dans l'étude française, versus 4% pour le Riociguat. Donc à la lumière de ces résultats, vous voyez que maintenant, le traitement médicamenteux et l'angioplastie pulmonaire ont une classe de recommandation 1. Donc ça, c'est vraiment un élément tout nouveau. Et sur les autres traitements médicamenteux, on voit que le treprostinil, les autres traitements de l'hypertension pulmonaire et éventuellement les combinaisons thérapeutiques apparaissent dans les nouvelles guidelines avec un niveau de recommandation seulement de classe 2B, puisqu'il n'y a pas d'essais randomisés contrôlés qui sont extrêmement convaincants sur ces traitements. Et donc, vraiment, leur utilisation, elle est tout à fait possible, mais avec un niveau de preuve, bien sûr, qui est inférieur. Alors, qu'en est-il de l'approche multimodale dans les formes inopérables? Donc là aussi, on a les données de l'étude ancillaire de suivi après les CRACE. Simplement, je vous ai noté ici les résultats en fait, de la combinaison des deux traitements, donc angioplastie pulmonaire et Riociguat ou Riociguat et angioplastie pulmonaire. On voit que quel que soit le sens dans lequel on utilise ces traitements, eh bien, on a un effet complémentaire de ces deux traitements et une amélioration complémentaire observée lorsqu'on combine de façon séquentielle ces deux traitements. Donc là aussi, on comprend aussi que c'est parce qu'on va cibler des lésions différentes et donc on a un effet complémentaire de ces deux traitements. On a aussi des données intéressantes issues de l'étude ancillaire de suivi après RACE sur l'impact du traitement par Riociguat avant angioplastie sur les complications liées à l'angioplastie pulmonaire, donc chez les malades avec plus de 4 de résistance, puisque dans l'étude, les malades qui conservaient après un premier traitement, donc soit angioplastie, soit Riociguat, des résistances à plus de 4, pouvaient bénéficier de l'autre traitement. Et donc on regardait finalement si, en termes de complications liées à l'angioplastie, les malades qui avaient été pré-traités d'abord par Riociguat avaient moins de complications que ceux qui avaient été traités d'emblée par angioplastie pulmonaire. Eh bien, la réponse est oui. Vous voyez qu'il y a 3 fois plus d'événements de complications liées à l'angioplastie pulmonaire chez des malades traités d'emblée par angioplastie versus les malades qui recevaient d'abord un traitement par Riociguat avant angioplastie pulmonaire. Et donc, à la lumière de ces résultats, donc apparaît maintenant dans les recommandations l'intérêt potentiel chez les malades qui vont être candidats pour une angioplastie pulmonaire de traiter ces malades d'abord médicalement avant l'intervention, donc en particulier chez les malades ayant plus de 4 de résistance, parce qu'on n'a pas de données pour les malades qui ont moins de 4 de résistance. Alors, vous voyez que la classe de recommandation, elle est 2A avec un niveau B, et que si on grade les choses, c'est faible, puisque ce n'est pas un essai randomisé contrôlé, là, et donc le degré de recommandation, il est conditionnel, mais bon, c'est quand même quelque chose qui, en pratique, maintenant, est réalisé quasiment exclusivement. Donc voilà, globalement, la stratégie de prise en charge des malades. Vous voyez que les choses se sont assez simplifiées. Cet algorithme, il est assez simple à comprendre. Et vous voyez que tous les traitements maintenant ont la même classe de recommandation, avec une classe de recommandation 1. Et l'approche multimodale est vraiment quelque chose qui va être proposé à beaucoup de malades. Alors, qu'en est-il des objectifs thérapeutiques et des suivis? On a bien insisté sur l'idée qu'il était nécessaire de suivre à long terme ces patients pour évaluer l'intérêt d'une combinaison des traitements. Par contre, en termes d'objectifs thérapeutiques, à l'heure actuelle, il n'y a pas de données ou de consensus sur les objectifs thérapeutiques après les différents traitements dans le CITEF. Et donc, on a décidé plutôt d'adopter une attitude pragmatique en se disant que les objectifs pour ces malades-là, c'est d'avoir une amélioration de leurs symptômes, c'est-à-dire que les malades soient en classe 1 ou 2 de la NYHA et qu'il y ait une normalisation, si possible, de l'hémodynamique pulmonaire. Donc là, quoi prendre comme définition pour la normalisation de l'hémodynamique pulmonaire? Ce n'est pas précisé. Donc c'est vrai que est-ce qu'il faut se fixer 3 de résistance, moins de 3 de résistance, moins de 2 de résistance? Pour l'instant, les choses ne sont pas claires. Ce qui est sûr, c'est qu'il est probablement difficile d'atteindre un niveau de résistance inférieur à 2 chez la majorité des malades. Donc à l'heure actuelle, ce qui est accepté, c'est de mettre les malades à moins de 3 de résistance
on va considérer qu'on a probablement quasiment normalisé leur hémodynamique pulmonaire. Donc ça doit être évalué 3 à 6 mois après chaque intervention, donc soit en artériectomie, soit angioplastie pulmonaire. Et puis une fois qu'on a atteint ces objectifs, ces malades vont être suivis de façon annuelle, là par une évaluation non invasive, donc les capacités d'exercice, l'écho, éventuellement les marqueurs, et puis bien sûr les symptômes qui sont très importants. Et s'il y a une évolution dans le temps, la nécessité de réaliser à nouveau un cathétérisme cardiaque droit pour rediscuter c'est un éventuel traitement additionnel. Donc, chez les patients qui ont une maladie thrombolique chronique sans hypertension pulmonaire, donc là, sont apparus dans ces guidelines la possibilité de proposer à ces malades-là une angioplastie pulmonaire ou une endartérectomie pulmonaire. Cependant, si on regarde un petit peu les données hémodynamiques en particulier de ces malades-là, et si on adopte la nouvelle définition de 2 de résistance, on voit que dans ces données qui étaient basées sur l'ancienne définition, c'est-à-dire des malades qui avaient entre 2 et 3 de résistance, eh bien, la majorité de ces malades qui étaient considérés comme ayant, avec l'ancienne définition, une maladie pulmonaire thromboembolique chronique sans hypertension pulmonaire, aujourd'hui, avec la nouvelle définition, on va se retrouver avec un vrai CITEF. Et donc, est-ce que cette maladie va continuer à exister? Probablement que ce sera quelque chose quand même de très, très rare. Voir un malade avec moins de 2 de résistance, c'est probablement pas très fréquent. Est-ce qu'il faut considérer les malades qui ont entre 2 et 3 comme des malades qui ont plus de 3? Là aussi, on ne sait pas très bien si le devenir est identique. Donc, pour terminer, ce qui est important à retenir concernant le traitement anticoagulant, l'utilisation possible maintenant des AOD à l'exception du syndrome des antiphospholipides. L'approche multimodale qui est vraiment extrêmement importante, le suivi des malades qui est fondamental. Et donc, à l'heure actuelle, vraiment, c'est une situation, l'hypertension pulmonaire thromboembolique chronique, pour laquelle on dispose de thérapeutiques extrêmement efficaces. Et vraiment, l'objectif ultime pour ces malades-là, c'est de leur permettre de retrouver une vie normale, ce qui n'est pas le cas dans les autres formes d'hypertension pulmonaire. Donc, on a la chance, grâce à toutes ces thérapeutiques maintenant, de pouvoir considérablement améliorer les patients. Je vous remercie. Merci Xavier pour ce très beau résumé. On voit bien les progrès en 10 ans considérables qu'on a fait dans le traitement de ces patients. Est-ce que tu considères qu'il reste des patients qui n'ont pas d'indication de traitement de désobstruction? Alors, en pratique, si on regarde finalement les malades qui ne peuvent pas ni bénéficier d'une endartérectomie pulmonaire ni d'une angioplastie pulmonaire, c'est probablement moins de 5% des patients aujourd'hui. Et c'est vrai que même maintenant, pour l'angioplastie pulmonaire, il est exceptionnel qu'on n'essaie pas, malgré tout, même si les lésions ne sont pas extrêmement favorables, et si on n'essaie pas quand même de faire quelques séances pour voir si on ne peut pas améliorer ces patients. Et des fois, on a des bonnes surprises, mais c'est vrai que finalement, c'est très peu de patients. Moins de 5% des patients ne peuvent pas bénéficier d'un traitement instrumental aujourd'hui. Donc c'est vraiment exceptionnel. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Alors, juste un commentaire. S'agissant du syndrome des antiphospholipides, je pense qu'il faut être prudent parce que, en fait, c'est vraiment les triples positifs qui nous posent un problème. Beaucoup trop de syndromes des antiphospholipides sont annoncés comme des syndromes qui n'en sont pas d'ailleurs lorsqu'on répète. Et je pense que c'est important quand même là-dessus parce que, encore une fois, gérer les AVK chez ces patients, potentiellement, c'est compliqué. Et c'est tellement plus commode quand même de pouvoir les basculer sous AOD. Et donc voilà, je pense qu'il y a, c'est vraiment les triples positifs qui nous posent un problème. Il n'y a aucun signal sur les simples ou doubles positifs. Voilà, c'est juste une précision. Alors, je sais que la discussion a eu lieu sur cet aspect parce qu'effectivement, c'est quelque chose d'important. Et en fait, ils se sont calqués sur les données de l'ESC, en fait, sur l'embolie pulmonaire, où c'est pas précisé non plus que les AVK, c'est chez les triples positifs. Et donc, en fait, ils ont adopté la même attitude que dans les recommandations de l'ESC. Mais c'est vrai que c'est un point important, parce que c'est vrai que ça n'a pas été étudié dans les autres cas. Tout à fait. La Société internationale d'hémostase, par contre, recadre les choses, donc c'est à combiner. Et effectivement, quand même, lorsqu'on a une suspicion de syndrome des antiphospholipides, je pense que c'est bien en tout cas de discuter, est-ce que c'en est un vraiment, et
Alors attention par exemple à l'anticoagulant de type Lupic, chez les malades sous AOD, on peut avoir des faux positifs, donc ça il faut faire très attention, parce qu'on a eu plusieurs fois la question des malades qui avaient été switchés aux AVK parce que la recherche avait été faite sous AOD, donc faites attention à ça, on peut avoir des faux positifs chez les malades traités par AOD, donc ça c'est important. Il y a une dernière remarque, parce que oui. Le temps tourne, Marion Delcroix. Oui, je pense qu'il y a deux facteurs ici. Il y a le syndrome des antiphospholipides, mais il y a aussi la maladie thromboembolique chronique, pour lequel on n'est déjà pas tout à fait sûr que les coumarines sont aussi bien. Donc les deux ensemble, je pense qu'on peut être un peu plus strict encore que pour l'embolie pulmonaire aiguë. C'est Est-ce qu'il n'y a pas une complexité supplémentaire en fonction du traitement médical lui-même de type spécifique de l'HTAP et des interactions? Mais ça complique encore. C'est-à-dire que peut-être qu'on n'a pas la même attitude après les angioplasties réussies sans traitement médicamenteux par rapport à des patients qui auraient un traitement médicamenteux au long cours, non? C'est une question, je ne sais pas non plus. Sur les interactions, on est assez rassuré maintenant. C'est vrai qu'on a... Ça a été un objet de discussion. Ça, voilà, en tout cas, pour le riosigouate, pour le macitentan, il n'y a pas d'interaction significative. Pour le bosentan, il y a probablement une toute petite interaction. Peut-être la question peut se poser sur l'inhibiteur de PDE5, parce qu'ils agissent sur la PGP, donc augmente potentiellement l'air sous la courbe des AOD. Mais bon, en pratique, on n'a pas observé chez ces malades-là un surcroît de risque hémorragique lorsqu'ils étaient traités par inhibiteur de PDE5. Donc voilà, je pense que ça, c'est important. On peut être rassuré par rapport à ça. Francis, tu voulais rajouter quelque chose? Merci. On va peut-être passer à la suite. Merci Xavier. Et donc on va enchaîner. Avec les recommandations sur les hypertensions pulmonaires du groupe 5. Et on accueille Étienne-Marie Jutan du Centre de compétences de Poitiers. Donc, bonjour à tous. Voilà, je remercie le comité scientifique de m'avoir confié cette mission de présenter du coup, les hypertensions pulmonaires du groupe 5, les nouveautés lors des nouvelles guidelines et donc ces causes multifactorielles dans cette forme d'hypertension pulmonaire. Donc voici mes liens d'intérêt. Donc cette figure qu'on a vue présentée pour chaque groupe. Pour ce qui est des groupes 5, on voit que l'hypertension pulmonaire dans le groupe 5 reste une forme rare, pour lequel il est très difficile de déterminer la prévalence et l'incidence du fait de la multiplicité des mécanismes. Et finalement, depuis les recommandations de 2015, il y a eu pas peu de grosses coupes au niveau thérapeutique, mais une avancée progressive des connaissances au fur et à mesure des descriptions de cohortes de patients avec différentes causes associées à ces groupes 5. Avant de faire un zoom sur ces mécanismes variés, je voulais juste, à partir d'une discussion intéressante qu'on a eue récemment lors de la RCP nationale à propos d'une patiente et de sa classification, donc faire quelques remarques. C'était une patiente de 55 ans chez qui on diagnostiquait une HTP sévère précapillaire et qui présentait une BPCO post-tabagique stade 3 avec un emphysème, une insuffisance rénale dialysée sur une amylose et chez qui on découvrait en plus lors de ce bilan une sclérodermie systémique assez atypique. Et donc la question s'est posée de savoir comment la classer. Et donc, pour répondre à cette question, il y a deux remarques importantes qui sont à nouveau soulignées dans ces nouvelles guidelines. C'est que le groupe 5, ça comprend les hypertensions pulmonaires de mécanismes indéterminés et ou multifactoriels. Et ce sont ces mécanismes qui sont multifactoriels et pas l'hypertension pulmonaire qui n'est pas dans le groupe 5, une hypertension pulmonaire multifactorielle dans laquelle on pourrait regrouper des hypertensions pulmonaires des différents groupes avec différentes causes. Et lorsque ces différentes causes seraient associées, qu'on mettrait dans le groupe 5. Et donc, c'est ce petit paragraphe-là qui répond aussi à cette question. C'est que finalement, la classification primaire des hypertensions pulmonaires doit être basée sur la cause prédominante de l'hypertension pulmonaire. Et donc, pour cette patiente, comment la classer? Eh bien,
La difficulté, voilà, c'est de déterminer quel est, parmi ces différents mécanismes, le mécanisme principal. Et ce n'est pas finalement l'association de plusieurs causes qui permettrait de dire qu'elle est en groupe 5. Donc il faudrait déterminer si c'est la BPCO qui est au premier plan, ce qui nous la classerait plutôt en groupe 3, l'insuffisance rénale plutôt en groupe 5, ou la sclérodermie. Et chez cette patiente, avec une sclérodermie avec des anticorps et une atteinte finalement cutanée limitée, c'est ce qui semblait être le mécanisme principal. Et les autres mécanismes y participent, mais sont considérés comme des comorbidités. Donc, dans la classification clinique des hypertensions pulmonaires du groupe 5, elle est finalement assez proche de celle des anciennes guidelines, mais avec une réorganisation, restructuration, surtout de cette partie Others. Parmi les changements, donc, le professeur Cotin en a parlé, la LAM, la lymphangioleiomyonatose, a été reclassée dans le groupe 3 à partir des descriptions de patients de ce groupe-là qui montraient que l'hypertension pulmonaire était en général peu sévère chez les patients qui avaient une LAM. Et il y a d'autres conditions, la splénectomie et les troubles thyroïdiens qui finalement sont jamais ou très rarement associés de façon isolée à une hypertension pulmonaire et donc ont été sortis du groupe 5. Donc voici cette nouvelle façon d'organiser, toujours les maladies hématologiques, systémiques et métaboliques, comme dans l'ancienne classification, et donc l'isolement du groupe 5.4, 5.5, 5.6 pour mettre en valeur ces causes. Ce qui est commun à ces différentes causes d'HTP du groupe 5, c'est que les mécanismes restent mal compris, restent variés, avec des facteurs causaux qui sont isolés ou associés. On retrouve une association plus ou moins variable de vasoconstriction pulmonaire hypoxique, de remodelage vasculaire pulmonaire, de mécanismes de thrombose, de destruction fibrotique avec des atteintes parfois parenchymateuses, des mécanismes de compression, d'atteintes vasculaires, des mécanismes hémodynamiques de haut débit cardiaque et souvent de participation cardiaque gauche, et bien sûr aussi des atteintes vénulaires. Donc, j'ai choisi de faire un zoom sur les principales causes d'hypertension pulmonaire du groupe 5 et de montrer pourquoi on maintient ces causes-là dans l'hypertension pulmonaire du groupe 5. Donc, en ce qui concerne les anémies hémolytiques héréditaires ou acquises, qui sont présentées ici, la principale reste bien sûr la drépanocytose, avec une prévalence estimée entre 6 et 10% des patients qui ont des drépanocytoses et des mécanismes multiples, au premier lieu desquels donc l'hyperdébit cardiaque associé à l'anémie, des mécanismes de thrombose avec une activation de la thrombose avec les mécanismes de vaso-occlusion, mais aussi d'activation de thrombose locale, des mécanismes de dysfonction endothéliale liés surtout à l'hémolyse et à la libération d'hémoglobine libre qui va venir séquestrer le NO et favoriser des dysfonctions endothéliales locales et favoriser le remodelage, et aussi des atteintes cardiaques et des atteintes respiratoires, notamment chez les patients qui peuvent avoir des séquelles de syndrome thoracique aigu. Donc, c'est des hypertensions pulmonaires souvent précapillaires qu'on retrouve plus souvent dans la forme SS, SC, parfois dans la forme S-bêta-thalassémie. Et des formes aussi, on l'a vu, qu'il y a des mécanismes de thrombose, il y a des réelles formes thromboemboliques chroniques qui vont être retrouvées surtout dans la forme SC, où ça représente 85% des cas. Parmi les patients qui ont une drépanocytose, la présence d'une hypertension pulmonaire va être chez des patients souvent plus âgés, qui ont un retentissement fonctionnel important et un impact pronostique avec une survie plus courte. Il y a peu de données sur les traitements spécifiques de l'hypertension artérielle pulmonaire chez ces patients qui ont des HTP associés à la drépanocytose. Et il y avait un essai randomisé en 2011 dans Blood qui avait été arrêté précocement, qui avait testé le sildenafil versus placebo chez des patients avec une drépanocytose et des signes échographiques d'hypertension pulmonaire. Il avait été arrêté en raison d'effets indésirables et de douleurs, de crises douloureuses plus importantes chez les patients qui recevaient le traitement. Et donc, cette décision de traitement doit rester au cas par cas, avec surtout toujours au premier plan la prise en charge de la drépanocytose, le contrôle de l'anémie, la discussion des traitements cytoréducteurs. Et à partir des données plus récentes, et ce groupe de patients, de 13 patients, publié donc par Mathieu Turpin en 2018, qui avaient reçu des échanges érythrocytaires. Et on avait constaté, après 4 échanges érythrocytaires, une amélioration hémodynamique avec une baisse des résistances vasculaires pulmonaires chez 12 patients sur 13, et également une amélioration clinique. Donc c'est également un élément maintenant à discuter et à prendre en compte chez ces patients qui ont une HTP associée à la drépanocytose. Autre forme d'hypertension pulmonaire du groupe 5 avec des mécanismes variés, les syndromes myéloprolifératifs, qui sont aussi un bon représentant de ce groupe, avec donc des prévalences et une incidence, là encore, mal définies, qu'on considère être entre 5 et 30% des patients qui ont des syndromes myéloprolifératifs, et des formes différentes d'hypertension pulmonaire chez ces patientes. Il y a des patients qui ont des formes thromboemboliques chroniques, on retrouve
principalement dans la maladie de Vaquès et dans la thrombocytémie essentielle, mais aussi des patients qui ont des hypertensions pulmonaires qui peuvent mimer les hypertensions artérielles pulmonaires avec sans atteinte thromboembolique, et également les formes médicamenteuses, on en a parlé hier, avec des complications, notamment des TKI. Donc il y a peu de données sur l'efficacité des traitements du syndrome myéloprolifératif en lui-même et sur les traitements spécifiques, sur l'efficacité sur l'hypertension pulmonaire. Et pour faire un zoom du coup sur ces mécanismes variés, on voit qu'il y avait des patients qui ont des formes thromboemboliques ou des mécanismes thromboemboliques au premier plan, surtout dans la polyglobulie de Vaquès et la thrombocytémie essentielle. Et les mécanismes qui aboutissent à ça sont variés, avec surtout l'augmentation de la polyglobulie avec l'hyperviscosité, les mécanismes de thrombocytose et de dysfonction plaquettaire, des patients qui ont souvent aussi des splénectomies qu'ils ont eues ou même fonctionnelles et qui vont avoir par ce biais-là une activation aussi de la coagulation, et aussi un effet direct de la mutation JAK2, notamment dans les polyglobulies, qui peut également participer à l'activation plaquettaire. Parmi les patients qui ont plus des mécanismes sans thrombose, qu'on retrouve notamment dans les myélofibroses primitives, là encore, il y a des mécanismes de thrombocytose, parfois d'atteinte hépatique avec des hypertensions portales, des mécanismes d'atteinte vénulaire, parfois secondaires aux chimiothérapies reçues, et également, quelque chose de très intéressant, de l'hématopoïèse extramédulaire, avec potentiellement des atteintes vasculaires et pulmonaires de cette hématopoïèse, qui peut être mise en évidence par des scintigraphies dédiées et qui est parfois difficile à diagnostiquer et qui peut participer. Le groupe 5.2, c'est les maladies systémiques, un groupe très, très intéressant, qui est un sujet de recherche, avec là encore des mécanismes variés qui font que ces groupes-là sont restés dans le groupe 5. La sarcoïdose, c'est bien sûr, on pourrait faire une présentation entière dessus. Je suis reparti d'une synthèse faite par le groupe d'experts de la sarcoïdose et de l'HTP du WASOG et présentée par Laurent Saval en 2022, qui remontre que la prévalence d'hypertension pulmonaire à la sarcoïdose est assez fréquente, entre 5 et 20% de tous les patients. Et parmi les patients qui ont des signes cliniques de dyspnée, ça monte à plus de 50%. Et chez les patients adressés pour transplantation, ça peut monter même jusqu'à 70% des patients. Ça a un impact pronostique et c'est un facteur indépendant de mortalité dans plusieurs cohortes, dont la cohorte française présentée par la Tennis Boucli, un facteur indépendant de mortalité, avec, on le voit, à 5 ans, une mortalité chez les patients qui ont une hypertension pulmonaire associée à la sarcoïdose, allant jusqu'à seulement 50% de survie. Des mécanismes variés d'atteinte vasculaire, de vascularite à proprement parler, mais aussi d'atteinte granulomateuse par la sarcoïdose, d'atteinte véno-occlusive, d'atteinte vénulaire, des mécanismes thromboemboliques également, et bien sûr aussi donc, les atteintes du parenchyme différents d'un patient à l'autre par l'atteinte elle-même de la sarcoïdose, et également des mécanismes extrapulmonaires d'atteinte cardiaque, d'atteinte hépatique, parfois de troubles respiratoires du sommeil. En ce qui concerne les traitements, donc c'est toujours le traitement en premier lieu de la sarcoïdose en elle-même. Et pour ce qui est des traitements spécifiques de l'hypertension pulmonaire, il y a finalement plusieurs études, mais ce qu'on voit là sur ce tableau qui les résume, c'est que globalement, il y a seulement 2 essais randomisés qui ont été réalisés, et c'est à chaque fois sur des nombres de populations limités, ce qui ne permet pas aujourd'hui d'avoir des indications claires sur l'utilité de ces traitements dans l'hypertension pulmonaire de la sarcoïdose, d'autant plus que les résultats étaient variés, souvent une amélioration hémodynamique, une amélioration clinique, mais parfois variable selon les études. Et donc cette proposition d'algorithme thérapeutique dit qu'il faut en premier lieu traiter la sarcoïdose, mais également dès le début évaluer s'il y a des atteintes sténosantes, par exemple par des adénopathies compressives ou par une atteinte compressive des artères, parfois qu'on peut mettre en évidence, comme chez 5 patients dans la cohorte française, par le TEP scanner. Et dans ce cas-là, ce qui pourrait nous pousser à traiter avant tout ces mécanismes de compression par le traitement de la sarcoïdose, parfois par les traitements locaux, et ensuite discuter au cas par cas les traitements de l'hypertension pulmonaire chez ces patients. Et chez ceux qui ne répondent pas, considérer toujours la possibilité d'une transplantation pulmonaire, d'autant plus chez ceux qui ont une atteinte respiratoire sévère associée, avec une CV diminuée. L'histiocytose langerhansienne, donc il y a une atteinte clairement du parenchyme, mais dans la plus grande cohorte de patients qui avait été rapportée de 29 patients par Jérôme Lepavec en 2012, on voyait que c'était souvent disproportionné à l'atteinte respiratoire, avec des patients qui avaient assez peu, des atteintes d'un retentissement fonctionnel
peu importants et quand même des hypertensions pulmonaires sévères. Donc il y a aussi des mécanismes de dysfonction vasculaire pulmonaire variés, peut-être une participation aussi des granulomes de l'histiocytose. Sur 29 patients, 14 avaient été traités, 12 réévalués, et il y avait chez ces patients, c'est ce qui avait été sélectionné pour être traité, une amélioration fonctionnelle et hémodynamique. Dans la neurofibromatose, donc une maladie génétique autosomique dominante, avec là encore des mécanismes variés, avec à la fois des atteintes kystiques et également interstitielles à type de PINS parenchymateuses qui participent, à un remodelage vasculaire, des atteintes vénulaires et également parfois des masses de type neurofibrome au niveau du parenchyme et également des kyphoscolioses importantes avec des trous ventitoires restrictifs et certains patients qui ont des insuffisances cardiaques. Et dans l'étude du réseau qu'on avait rapportée donc en 2020, sur 49 patients avec une prédominance féminine, on voyait qu'il y avait quand même souvent une participation vasculaire importante et 40 patients avaient été traités avec une certaine amélioration clinique et hémodynamique, mais une sévérité importante de ces patients avec un pronostic sévère à 3 ans. Et donc, l'importance également d'envisager tôt une transplantation chez ces patients, et 4 patients avaient pu être transplantés. En ce qui concerne les maladies métaboliques, qui sont plus rares, et donc il y a les maladies de stockage du glycogène qui avaient été rapportées du coup par Macabert en 2002, et surtout la maladie de type 1 qui a un déficit en glucose 6-phosphatase et qui entraîne une accumulation de glycogène dans le foie qui n'est plus capable de libérer ce glycogène pour libérer des glucides, et ça entraîne des atteintes hépatiques, mais également parfois des atteintes rénales. Et donc il y a des cas d'hypertension portale, de shunt qui se développent. Et donc il y a peu de données sur les il y a aussi des mécanismes liés à la libération de vasoconstricteurs et notamment de sérotonine. Il y a quelques cas cliniques sur les traitements spécifiques, mais là aussi pas assez de données pour les recommander de façon claire. Maladie de Gaucher, là aussi c'est une autre maladie métabolique d'accumulation lysosomale responsable du coup d'asplénie, d'accumulation vasculaire de macrophages, d'atteinte hépatique et également d'atteinte pulmonaire de remodelage, donc des mécanismes variés. Les traitements de la maladie de Gaucher, c'est le traitement substitutif du déficit enzymatique, et il y a quelques cas là encore avec des traitements spécifiques, mais assez peu de données. L'insuffisance rénale chronique, c'est complexe. Quand on a ces patients, c'est toujours compliqué, on est toujours embêté, parce qu'il y a très souvent des hypertensions pulmonaires combinées pré- et post-capillaires, avec quand même des patients, notamment des patients dialysés, qui présentent de véritables hypertensions pulmonaires sévères. Et donc là, aucune donnée sur les traitements assez clairs sur le traitement chez ces patients. Donc là encore, la nécessité de bien déterminer les mécanismes. Une autre forme intéressante, c'est les formes associées au cancer et les microangiopathies thrombotiques tumorales pulmonaires, avec des mécanismes de micro-emboles de cellules tumorales qui s'associent à des remodelages occlusifs. Cette figure qui était bien faite dans l'ERR par Laura Price en 2019, qui montrait en rouge là, ces cellules tumorales qui pouvaient s'accumuler dans les vaisseaux, et montrait que ça s'accompagnait de mécanismes inflammatoires, d'activation de thrombose du facteur tissulaire, qui pouvaient favoriser aussi une prolifération de cellules endothéliales et également des véritables mécanismes de remodelage vasculaire. Et donc il y a une sorte de continuum entre des patients qui ont des micro-emboles tumoraux qui s'appellent PTE, ça évolue vers le PTTM, les pulmonary thrombotic microangiopathies, des véritables microangiopathies associées à ces mécanismes de micro-emboles tumoraux. C'est le plus souvent dans les adénocarcinomes, parfois gastriques, mais aussi d'autres formes d'adénocarcinomes. C'est rare, c'est sous-diagnostiqué, souvent le diagnostic est post-mortem. L'évolution peut être rapidement délétère, avec parfois des atteintes qui ressemblent à la MVO. Le diagnostic est difficile, on peut utiliser parfois la cytologie capillaire bloquée, mais c'est parfois difficile à réaliser et pas toujours assez sensible. Et donc le traitement, ça reste le traitement du cancer, avec parfois des traitements spécifiques testés, mais avec une efficacité très variable, surtout sur ces formes sévères qui évoluent très vite. Il y a des cas cliniques qui ont essayé de tester les corticoïdes pour leur effet anti-inflammatoire, et également l'imatinib. On a vu qu'il y avait des libérations de certains facteurs de croissance, avec parfois une efficacité chez certains patients. Enfin, donc, la fibrose médiastinale, avec une prolifération de tissus fibreux, ces belles images du patient qui avait été rapporté par André Seferian. Là encore, traiter la cause, peu de données sur les traitements, parfois discuter des traitements locaux de type endovasculaire, mais au cas par cas. Et donc, en conclusion, sur ce groupe 5, qui est un groupe vaste, ce qui reste important, donc, c'est de continuer ces descriptions de cohortes de patients qui permettent petit à petit de faire avancer les connaissances, de traiter la cause sous-jacente, qui a ce standard. Les traitements spécifiques de l'HTAP restent hors AMM, donc vous devez discuter au cas par cas, en centre
experts, toujours en faisant attention à l'atteinte vénulaire, et envisager tôt la transplantation pulmonaire chez ces patients. Merci beaucoup pour cet exploit d'avoir présenté le groupe 5 en si peu de temps. Et s'il n'y a pas de questions brûlantes dans la salle, je crois qu'il faut déclarer la pause et que les questions soient posées à Étienne Marie durant la pause pour qu'on puisse enchaîner à 10h55 la session suivante. Merci à tous.